comment est-ce qu'on peut proposer à des personnes qui sont hors circuit des solutions. Ils sont propriétaires, ils ont parfois des revenus, parfois non. Ils sont propriétaires, ils font face à un besoin urgent. La seule porte ouverte qu'ils ont, c'est la banque. Comment est-ce qu'on peut proposer des solutions alternatives à toutes ces personnes-là? J'ai des copains, moi, qui ont acheté des biens sur 25 ans. Ils n'ont pas de quoi se payer une cafetière à 3 fois sans frais chez Darty parce qu'ils sont au taquet de leur endettement. Moi, j'ai vu des fortunes se créer en quelques années. Ça fait longtemps que j'ai repris le groupe, hein. Ça fait maintenant 7 ans. J'ai vu des fortunes se faire. Des fortunes. J'ai vu des mecs acheter des biens. Ils les achetaient à 400 000 euros. La banque le suivait pas. Il achetait 400, il revendait 700. Avec les 700, il rachetait quelque chose. Et il revendait quelque chose. Il faisait des coups. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le principal frein que j'entends auprès des investisseurs qui cherchent à continuer à investir, c'est l'accès au financement jugé trop restrictif. Si tu en as les moyens, tu sais, diversifier ses interlocuteurs bancaires, c'est la première chose à faire, vraiment défendre son dossier auprès d'un maximum de partenaires, 20 à 30 banques, ça peut marcher. Mais si tu restes bloqué, que ton profil emprunteur ne rentre pas dans les cases, quelles sont les solutions alternatives qui s'offrent à toi pour matérialiser des belles opportunités que tu vois passer sur ton secteur d'achat-revente, notamment en immobilier? Si tu te reconnais dans cette problématique, alors l'épisode du jour va te plaire. Il s'agit d'une conversation avec Boris Intini, directeur général du groupe Praxi Finance, société de financement spécialisée dans les solutions extra-bancaires. Praxi Finance, c'est un des rares acteurs sur ce secteur de niche, un groupe qui propose des solutions alternatives depuis 35 ans. Autrement dit, ils en ont vu passer, ils ont pas mal d'expérience, ils ont vu passer des modes de financement atypiques dans l'immobilier. Au cours de notre conversation, on verra les différents moyens de monétiser un patrimoine immobilier en dehors du circuit bancaire classique, des solutions de portage qui sont peu connues mais très puissantes, comme le crédit hypothécaire, la vente en nue propriété, la vente avec complément de prix et vente à rémunérer notamment. Quels sont les mécanismes, usages les plus adaptés, les coûts et points de vigilance de ces solutions de portage, que l'on soit propriétaire, porteur de projet ou investisseur? Les solutions dont tu parles ici, tu l'entendras, vont t'ouvrir les yeux sur des possibilités que tu n'imagines pas encore. Je suis très impatient que tu écoutes cet épisode. Je suis tellement convaincu moi-même de la pertinence de certaines des solutions dont on parle ici, notamment la vente avec complément de prix, que j'ai monté un partenariat avec Praxi Finance qui te donne droit à 5% de remise sur le montant des honoraires de transaction. Alors n'oublie pas de dire que tu viens de ma part, c'est ce qui te permettra d'accéder à la remise. C'est un partenariat qui est rémunéré et qui me donnera une commission sur chaque transaction qui permettra de faire vivre aussi le podcast. Avant de démarrer, je t'encourage, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si tu l'apprécies, à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça nous donne de la visibilité. Allez, sur ce, place à notre entretien avec Boris sur les solutions alternatives de financement de l'immobilier. C'est parti. Salut Boris, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là. On va parler un petit peu de technique, un petit peu des moyens de monétiser ce parc IMO, des moyens d'en profiter en tant qu'investisseur IMO. On en parlait un petit peu en off, on essaie de brainstormer à tout ce qu'on allait dire et pour organiser les choses de façon un peu logique. Avant de démarrer sur ce sujet-là, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Je m'appelle Boris Intini. Je suis le directeur général du groupe Praxi Finance à Paris, qui est un groupe financier en exercice depuis un peu plus de 1990. Je n'ai pas créé le groupe, hein, je l'ai repris. Aujourd'hui, notre activité est de proposer aux propriétaires des solutions pour qu'ils puissent monétiser leurs biens immobiliers, c'est-à-dire retirer des liquidités grâce à leur patrimoine. On propose à la fois des solutions donc, pour les propriétaires qui souhaitent donc, obtenir ces liquidités pour toutes sortes de projets, mais on s'intéresse aussi à trouver des investisseurs qui souhaitent participer à nos montages de manière à venir un petit peu mettre du jus, de l'argent dans nos montages pour que le propriétaire aussi puisse obtenir les fonds dont il a besoin. Donc en fait, vous mettez vraiment en relation les investisseurs et les propriétaires net de net, j'imagine, qui veulent monétiser leurs biens, quoi. Oui, parce qu'à l'origine, si tu veux, on a toujours travaillé avec des banques ou des fonds institutionnels pour les solutions qu'on propose. De plus en plus, nos solutions intéressent de plus en plus de particuliers propriétaires. Et évidemment, quand un propriétaire nous vient et commence à nous expliquer sa situation et son bien immobilier qui est situé à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, et ben les fonds institutionnels avec lesquels je travaille ou les banques sont pas toujours satisfaits parce qu'ils ont des critères d'éligibilité, des biens qu'on prend de manière générale, et on est de plus en plus à la recherche d'investisseurs pour intervenir sur les montages qu'on propose, qui sont des montages
davantage sécurisé, hein, mais qu'on est constamment à la recherche de nouveaux investisseurs. Toi, ton background perso, pour arriver jusque-là, parce qu'aujourd'hui, tu diriges donc cette structure. Tu nous racontes un peu, ouais. Oui. J'ai un parcours tout à fait classique. Hein. J'ai fait une école catholique à Annecy, en Haute-Savoie. Je viens de Haute-Savoie. Ensuite, je me suis tout de suite lancé dans l'industrie. J'ai travaillé dans une entreprise familiale industrielle qui fabriquait de la signalisation routière. Ensuite, j'ai repris mes études et j'ai passé ce qu'on appelle l'équivalent d'un master à HEC à Paris. C'est pour ça que je suis venu jusqu'à Paris. Et après, en sortie d'études, il fallait que je trouve un travail et je me suis intéressé à des solutions dont pouvaient disposer des propriétaires qui faisaient l'objet d'une saisie immobilière. Je trouvais passionnant ce domaine. Je me suis dit qu'il existait forcément, non pas en Robin des Bois, mais il existait forcément des solutions qu'on pouvait leur proposer quand on traverse une passe compliquée, qu'on a un pincement de trésorerie. Et je me suis mis à essayer de développer au mieux ce qu'on appelle la vente à réméré, qui est un produit dont je suis tombé dedans tout à fait par hasard en faisant des recherches sur Internet. Et je me suis dit que je pouvais porter haut la voix d'un tel montage. Et je me suis confronté à beaucoup de difficultés en termes d'image et des concurrents qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas les mêmes codes éthiques que les miens. Et après, donc j'ai fait une société, puis deux, puis trois. Puis après, je me suis tombé dans le plus grand cabinet de crédit hypothécaire de France qui m'a engagé. Et aujourd'hui, je suis rentré comme analyste financier. Et on a développé plusieurs trucs. Donc j'ai développé la quittance subrogative, j'ai redéveloppé la vente en nue propriété au sein de la société, le portage immobilier. Aujourd'hui, la vente avec complément de prix. Puis j'ai repris la direction générale, enfin on me l'a donné. On m'a donné la direction générale du groupe qui compte aujourd'hui une vingtaine de salariés. On est éclaté. On a le siège qui est à Paris, rue de Rivoli. On est à Nice, à Cannes, à Bordeaux, à Annecy et prochainement à Lyon et j'espère avant la fin de l'année à Nantes. Voilà un petit peu pour l'explication de mon parcours. Donc vraiment dans la gestion de patrimoine finalement, enfin dans ce domaine-là, lié à l'immobilier depuis le début. Quoi. Oui, et puis paradoxalement, j'ai jamais fait d'études de gestion de patrimoine ni même de formation, mais je me suis intéressé à toutes ces des techniques un peu extra-bancaires. Comment est-ce que dans une civilisation où aujourd'hui tout est banque, comment est-ce qu'on peut proposer à des personnes qui sont hors circuit des solutions? Ils sont propriétaires, ils ont parfois des revenus, parfois non, ils sont propriétaires, ils font face à un besoin urgent, la seule porte ouverte qu'ils ont, c'est la banque. Comment est-ce qu'on peut proposer des solutions alternatives à toutes ces personnes-là? Donc je me suis formé sur du droit, beaucoup. Je me suis formé sur la finance, évidemment, j'avais déjà une formation, mais je me suis reformé, spécialisé dans la finance. Et puis après, j'ai appris quels étaient les montages et juridiques et financiers, j'ai fait une conjugaison des deux, pour obtenir des montages qui aujourd'hui sont viables, sont juridiquement... ils sont sous l'égide de la loi française, et puis qui fait aujourd'hui les beaux jours de notre société. Donc je suis parfaitement... en adéquation avec ce que j'ai voulu faire, et aujourd'hui je suis là pour développer ça. Et puis mon métier m'amène aujourd'hui à rechercher des investisseurs. Alors à proposer évidemment aux propriétaires des solutions pour qu'ils puissent monétiser, c'est notre quotidien. Mais de plus en plus, je dirais 90% de notre quotidien, c'est de trouver des propriétaires, mettre en œuvre des actions pour trouver des propriétaires qui ont besoin d'argent. Alors c'est des besoins qui sont... il y a toutes sortes de besoins, hein. Il y a des besoins qui sont des besoins de développement, l'acquisition d'un bien immobilier, l'aide aux enfants, acheter un bateau, il y a un peu de tout. Puis ce sont des projets, puis il y a aussi d'autres besoins qui sont des besoins, je dirais, de sauvegarde un peu patrimoniale. Il y en a qui font face à des saisies immobilières, il y en a d'autres qui ont des dettes fiscales à payer, des frais de succession sur un immeuble pension héritage. Et donc on travaille à toucher toutes ces personnes-là, et de l'autre côté, de plus en plus, je dirais 10% de notre activité, c'est la recherche constante d'investisseurs, je dirais, qui sont... connaisseurs du marché de l'immobilier, mais pas que, et j'aimerais les amener sur des produits qui ne sont pas ceux qu'on connaît d'habitude. On ne parle pas d'investissement purement immobilier, on les amènerait sur des portages immobiliers avec des rémunérations à 1 ou 2 chiffres, et avec une sécurité totale. C'est un peu mon quotidien, voilà. Ok. Non, c'est très intéressant. Je pense que c'est une bonne partie des gens qui nous écoutent qui sont déjà des investisseurs avisés sur la partie investir en dur, même investir via des formules un peu plus classiques ou passives, tu vois, SCPI, ou crowdfunding, etc. Mais ça, c'est justement une niche intéressante que je voulais creuser avec toi. Vous êtes sur une clientèle vraiment... tu disais assez familial, il y a aussi industriel, des gens qui ont des sociétés aussi, j'imagine. Oui, beaucoup. Et caler ces moments-là, ces montages sur des événements de la vie qui font qu'on débloque finalement un petit peu l'immobilier, qui sont des moments où l'immobilier peut être débloqué, parce que le secteur immobilier est traditionnellement très, justement, très figé, et
Et c'est quelque chose aussi que je trouve intéressant, et tu me diras d'accord à quel point on peut débloquer un peu ça, mais si tu compares avec d'autres actifs financiers, l'immobilier c'est vraiment très très justement immobile, quoi. Est-ce que tu vois même vraiment la vision large de manière générale, des choses évoluer dans le secteur immobilier aujourd'hui qui fait que le marché va se liquéfier un peu plus? Moi, il y a une chose que je me dis, c'est qu'on fait... Alors, au moment où on se parle, il y a un recul que je peux avoir des 2 ou 3 ou 4 dernières années, et puis celui qu'on a depuis un an. La difficulté qu'on rencontre au quotidien aujourd'hui, c'est la peur ou la détresse des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leurs biens. Ça, c'est la première chose, c'est le constat qu'on fait. Outre l'aspect politique et la conjoncture actuelle, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Il y a l'immobilisme d'un marché, sclérosé par beaucoup de choses, par la conjoncture actuelle, par le montée des taux, qui fait que déjà, la première chose, c'est je ne peux pas aboutir à mon projet ou à mon besoin puisque je n'arrive pas à vendre mon bien immobilier. Ça, c'est les premières choses qu'on voit. Si vous aviez des actifs qui étaient un peu plus liquides, il est davantage plus simple, alors je ne parle pas pour tout le monde, mais il est davantage plus simple de vendre une action aujourd'hui qu'un bien immobilier dans le 92 ou sur la Côte d'Azur, d'une valeur certaine, là où il y a énormément de biens qui se vendent, et il y a plus d'offres que de demandes véritablement. Pour en venir à l'immobilier dans les mentalités françaises, l'immobilier, on le sait bien depuis quelques années, d'ailleurs plus toujours, mais les mentalités sont en train de changer, mais c'est un peu le rêve du pavillon de tous les Français. Je suis jeune investisseur, je vais absolument me mettre un toit sur la tête, je vais le payer pendant 20 ou 25 ans. Dans 25 ans, j'aurai plus de dettes, je vais enfin vivre. C'est un peu ce que... J'ai des copains, moi, qui ont acheté des biens sur 25 ans. Ils n'ont pas de quoi se payer une cafetière à 3 fois sans frais chez Darty parce qu'ils sont au taquet de leur endettement. Il y a un peu de tout, mais ça reste encore aujourd'hui une valeur refuge. Même si la conjoncture veut qu'on ne peut pas librement vendre un bien au prix qu'on souhaite actuellement, mais je vois des jeunes et des moins jeunes qui sont propriétaires d'un bien immobilier. C'est à la fois une assurance de se dire, je peux l'utiliser avec les outils comme ceux qu'on propose. Alors, je ne suis pas le seul à les proposer, mais je suis le seul, j'en parle aujourd'hui parce que je suis le seul groupe français qui propose l'intégralité des outils pour monétiser un bien immobilier. Quand on vient chez moi, on ne vient pas pour un seul produit, on vient pour un conseil et un panel complet. Mais je dirais que le bien immobilier, aujourd'hui, c'est une sécurité, parce que grâce à ça, je peux faire des choses. Mais l'immobilisme du marché actuel fait qu'on a davantage de difficultés à essayer de monétiser son bien. Alors, c'est vrai que je vois beaucoup d'investisseurs qui viennent nous voir au quotidien, que ce soit des marchands de biens ou des jeunes investisseurs, et qui nous disent, voilà, je suis propriétaire d'un bien immobilier, d'une valeur certaine que j'ai reçue en héritage ou que j'ai payé, sur lequel il y a du crédit. Et depuis quelques années, depuis maintenant 2 ans, je vois que le profil des clients qui nous viennent a un peu changé, plus c'est jeune. On a à la fois du patrimoine immobilier et on a aussi du patrimoine financier, ce qui est très rare. Alors je ne vous parle pas forcément des fonds sur un Boursorama ou une assurance vie. Il y a des valeurs de placement et de la crypto-monnaie. Il y a une diversification. C'est aussi ça le jeu des réseaux sociaux et des podcasts qui ont démocratisé complètement ces placements-là, bon ou mauvais. Mais on voit que les mentalités ont changé, elles se sont adaptées à un monde dans lequel on vit, qui est celui de la pluralité, des offres nouvelles, du marketing et de la communication a énormément été fait sur des produits de placement. Et je trouve ça très bien, ça permet une diversification très bonne de l'ensemble des placements. Ouais. Donc de nature, l'immobilier va continuer à rester un peu immobile, mais on a autre chose à côté qui permettent de faire des choses de façon plus avec des délais plus courts, que ça soit celui qui a besoin aujourd'hui, l'immobilier, ça reste quand même la vraie valeur refuge. On a un bien sur la tête, on dort, on vit grâce à ce bien immobilier. Normalement, ça prend de la valeur. Enfin, ces 20 dernières années, ça a toujours pris de la valeur. Aujourd'hui, on connaît une petite récession, mais je pense que les mentalités n'ont pas complètement changé non plus. On sera toujours propriétaire. Moins que les mentalités changent, mais on sera toujours propriétaire d'un bien immobilier. Les tendances viennent de plus en plus à la location, je l'entends. Mais ne confondrons pas la mentalité du Parisien ou des grandes villes de province et celle un peu plus rurale. Je dirais que c'est bien d'avoir des valeurs refuges à droite à gauche qu'on peut, des placements j'entends, qu'on peut facilement liquifier, et l'immobilier en dernier recours. Moi là je le dirais plutôt comme ça. Ouais, ça reste quand même, ok. Alors justement, on peut voir un petit peu les outils dont on peut disposer pour monétiser d'un côté, fluidifier ce marché, ça dépend de quelle perspective on prend. Le premier que tu évoquais tout à l'heure, c'était le crédit hypothécaire. Tu peux nous en parler un peu Le crédit hypothécaire, c'est une solution qu'on propose depuis un peu plus de 30 ans maintenant, presque 35 ans. Le crédit hypothécaire en France, ça n'existe pas. C'est-à-dire que déjà, on va partir d'un constat.
le crédit hypothécaire n'est pas proposé par des banques françaises. C'est vraiment à la marge. C'est des gros clients qui ont des placements importants, qui mettent en banque et on leur libère des lignes de trésorerie. Il faut quand même partir du principe que le crédit hypothécaire, ça n'existe pas. On a certaines banques européennes, communautaires, qui, elles, veulent bien intervenir en France. Je pense à une banque belge en particulier, qui veut bien intervenir en France en disant, nous, dans notre mentalité belge, par exemple, on est d'accord d'intervenir en France et de proposer du crédit hypothécaire à des propriétaires, selon leurs conditions, et on va y venir, mais en France, il n'existe aujourd'hui aucune possibilité. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui souhaite obtenir des liquidités grâce à son bien immobilier, il va voir sa banque traditionnelle, il dit « je veux un crédit hypothécaire », le banquier lui rit au nez. Et donc on est allé chercher ça à l'étranger pour qu'on puisse avoir davantage d'écoute sur des banquiers qui sont praticiens de ce genre de montage, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir des solutions qui permettent à un propriétaire d'obtenir des liquidités grâce à son bien immobilier. Alors comment ça fonctionne ? Il faut être propriétaire d'un bien d'une valeur minimum de 400 000 €, situé en France métropolitaine. On va aussi en Corse, mais c'est en France métropolitaine. Dès lors que vous avez un bien qui est d'une valeur supérieure à 400 000 €, suivant les régions, parce qu'on a deux types de régions d'intervention, on pourra prêter jusqu'à 50% de la valeur d'un bien. Avec un crédit hypothécaire, on fait ce qu'on veut, je vais y venir. Mais on a plusieurs, on appelle ça des cadres juridiques. On fait ce qu'on veut avec l'argent. Soit c'est destiné à obtenir de la trésorerie non affectée, c'est-à-dire j'emprunte un peu plus de 100 000 € minimum jusqu'à 50% de la valeur de mon bien, je fais ce que je veux de l'argent au quotidien, vraiment ce que j'ai envie, sans justificatif. Ou alors on peut... les fonds peuvent être utilisés à des fins immobilières, je crois que c'est un peu le sujet du jour, et ça on va y revenir aussi. Donc je dispose d'un bien, je souhaite en acheter un deuxième, alors c'est pas forcément un prêt relais, hein. Je souhaite acheter un deuxième bien immobilier pour me construire un parc, faire fructifier et développer un parc immobilier. Et la troisième, c'est pour tous ces professionnels qui ont un bien à titre personnel, qui souhaitent retirer des liquidités pour l'injecter dans leur société, ce qu'on appelle des apports en compte courant. Donc le crédit hypothécaire, c'est véritablement un crédit sur lequel je prends une hypothèque. Si j'emprunte 100 000 €, qui est le montant minimum, j'aurai une hypothèque sur mon bien de 100 000 €. J'hypothèque pas tout le bien immobilier. L'hypothèque m'empêche pas de vendre mon bien, elle m'empêche pas d'en disposer. On a toujours une image un peu en France péjorative de l'hypothèque. Je pense au Monopoly, et quand on hypothèque un bien, c'est que c'est vraiment la solution de la dernière chance. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rassurer. Et d'ailleurs, je suis content d'être sur ce podcast parce que on fait beaucoup de publicité dans notre groupe, beaucoup. On est beaucoup dans les médias, on est passé en télé, on était sur BFM, enfin, on fait énormément de médias. On fait pas du média pour faire connaître notre produit, on fait du média, ou notre société, on fait du média pour rassurer les Français et leur dire que c'est pas parce qu'on fait un crédit hypothécaire qu'on est à la corde, qu'on est au fond du trou et que c'est la solution de la dernière chance. On s'adresse à des propriétaires qui ont un bien minimum 400 000, il n'y a pas de limite. Il faut que le bien soit libre d'hypothèque, libre de crédit, c'est-à-dire j'ai remboursé tout mon crédit, et je peux emprunter le montant que je souhaite dans la limite de 50%, sous réserve que j'ai des revenus pour pouvoir payer les échéances. Donc c'est comme je vais le dire vulgairement, il ne faudra pas me prendre au mot, mais c'est comme un gros crédit conso. Mais on fait ce qu'on veut avec le pognon. En gros, c'est un peu ça. Donc, est-ce que je peux juste en préambule te demander si c'est la même chose que quand on fait un crédit tout simplement immobilier pour acheter un bien immobilier, investissement ou autre, on a le choix, tu sais, entre la caution et l'hypothèque. Est-ce que c'est le même produit dont tu parles là maintenant ou parce que là j'ai l'impression que tu parles plutôt d'un refinancement d'un bien qu'on a déjà payé. Voilà, on est en fait dans le jargon français, on est ce qu'on appelle le refinancement hypothécaire. J'ai un bien, je l'ai payé, j'en dispose librement. Ce bien dort, c'est un capital dormant, je m'en sers pas, il me rapporte pas d'argent. Je l'utilise pour régénérer de la trésorerie, je fais un crédit de refinancement hypothécaire, j'obtiens cette trésorerie, je l'utilise à des fins que j'ai envie, investissement, dépenses, ce qu'on veut. C'est exactement ça. On n'est pas du tout dans le cadre de l'immobilier où j'achète un bien, on me prend une garantie hypothécaire ou une caution crédit logement par exemple. Non, pas du tout. Nous, on est vraiment dans le refinancement hypothécaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend des biens qui n'ont plus d'hypothèque, qui n'ont plus de crédit. Lorsqu'on s'adresse à des marchands de biens qui nous viennent au quotidien ou des investisseurs, enfin des gens qui sont propriétaires et qui veulent étendre leur parc immobilier, on leur propose un montage qui est relativement simple. On leur prête. Alors, suivant les régions, je vais vous expliquer un peu les régions parce que sinon j'y reviens 3-4 fois. En Île-de-France, en région PACA, dans les Deux-Savoies, à Lyon, toute la côte aquitaine, je remonte jusque Nantes, je suis en haut de la côte aquitaine, mais je monte jusque Nantes et je vais jusqu'à Biarritz. Dans tous ces départements-là, je prête, et dans le Nord, je prête jusqu'à 50% de la valeur d'un bien. Dans tout le reste du territoire, je suis limité à 30%. Pourquoi ? Parce que notre banque, étant d'origine belge, elle connaît mal le marché français de l'immobilier. Et elle se rattache à des choses qu'elle connaît, c'est-à-dire les zones à pognon, d'accord ? Et elle se dit que là-bas, si le bien doit être vendu parce que le mec ne va pas rembourser, forcément, elle se dit que ça sera toujours mieux vendu, elle recouvrera plus facilement sa créance. Je veux juste dire une chose par rapport à ce que je viens de dire.
C'est pas parce qu'un crédit n'est pas remboursé qu'on va plus facilement à la vente forcée d'un bien quand on fait un crédit hypothécaire ou pas. Lorsque vous faites un crédit immobilier classique et qu'il n'y a pas d'hypothèque, si vous ne remboursez pas, au bout d'un moment, la banque prendra une hypothèque sur le bien, quoi qu'il en soit, et vous demandera de le rembourser. Et puis un jour, si vous remboursez absolument rien, le bien sera vendu. Mais comme dans tous les prêts du monde, le fait d'avoir une hypothèque sur le bien ne va pas plus vite pour vendre un bien aux enchères. C'est complètement ça, c'est une idée reçue. Donc, pour en revenir aux investisseurs, je dispose, par exemple, je vais donner un exemple, ça sera plus parlant pour tout le monde. Je dispose d'un bien d'une valeur de 500 000 € à Paris. Ça peut être partout, à Marseille, on s'entend, en région. Ou... Je dispose d'un bien de 500 000 €. Je souhaite acheter un autre bien immobilier. Ma banque me dit que c'est pas possible pour des histoires d'endettement ou de revenus ou je ne sais quoi, ou d'âge. Il peut y avoir beaucoup de choses, ou de santé. Il faut savoir que le crédit hypothécaire s'adresse principalement à des gens qui ont accusé un refus de la part de leur banque. Et ben nous, on va leur proposer la chose suivante. Je dispose d'un bien de 500 000, donc on va vous prêter 250 000, la moitié. Mais je vais aussi vous prêter 50% de la valeur du bien que vous achetez, en plus. Ça veut dire que si vous achetez, je dispose d'un bien de 500 000, j'achète un bien de 500 000, et ben je vais vous prêter 250 000 sur ce que vous avez et 250 000 sur ce que vous achetez. Dès lors, vous avez l'enveloppe totale pour acheter ce nouveau bien immobilier, et vous allez choisir librement la modalité de prêt qui vous convient. On va y venir. Les prêts qu'on propose sont distribués sans assurance emprunteur, parce qu'on est une hypothèque, sans limite d'âge, il n'y a pas de changement de banque, il n'y a pas de questionnaire de santé. Donc c'est des prêts qui sont relativement souples. Et puis on ne demande pas les relevés de compte. Donc c'est pour fluidifier le maximum l'acceptation du dossier. Une acceptation de dossier chez nous, c'est à peu près 5 jours pour obtenir une acceptation, et on décaisse les fonds, je dirais, en 45 jours maximum. Lorsque vous achetez un bien immobilier, par exemple, et que vous avez obtenu 250 000 sur votre bien de 500 et 250 pour ce que vous achetez, on choisit librement la modalité de remboursement qui nous plaît. Soit on fait un crédit amortissable, c'est-à-dire classique, et là tous les investisseurs vont comprendre ce que je veux dire, c'est qu'on l'étale sur des durées longues, capital et intérêt. Alors chez nous on peut faire 10, 15, 20 ans, on peut faire aussi 25 et on peut faire 30 ans. C'est-à-dire que la mensualité est relativement basse, puisqu'on l'étale sur le long terme. Les taux immobiliers actuels, il faut compter 5 à 5,5% par an. Mais il n'y a pas d'assurance emprunteur, donc on s'y retrouve un petit peu. On peut aussi rembourser le crédit de manière in fine. Là ça intéresse beaucoup de marchands de biens, parce qu'on ne paye que des intérêts d'emprunt pendant 10 ans. Alors, il n'y a pas de différé, il n'y a pas de... comme on le voit certainement dans les banques. Non, c'est 10 ans in fine sec. Ça veut dire que je ne paye que des intérêts pendant 10 ans. Je peux rembourser quand je veux mon crédit immobilier, moyennant des pénalités de remboursement anticipées de 6 mois d'intérêt maximum. C'est un taux fixe. On est là aussi aux alentours de 5 ou 5,5% par an. Ça, à quelque chose près, je suis dessus. Et la troisième chose qu'on propose, mais alors là je ne sais pas si ça convient à tout le monde, on fait ce qu'on appelle du prêt viager hypothécaire, donc c'est une modalité de remboursement qui s'adresse uniquement à des personnes qui ont plus de 60 ans. Et là c'est un peu particulier, c'est qu'on peut emprunter des liquidités grâce à son âge et la valeur de son bien, et on ne rembourse rien de son vivant, ni capital ni intérêt. Le jour où on vend son bien, le crédit sera remboursé, ou alors à sa mort, lors de la succession. Voilà un petit peu, si vous voulez, les contours du crédit hypothécaire. Non, c'est intéressant. Moi, je le vois alors du coup de façon assez globale sur ton exemple à 500, 250, 250. Sur cette opération, on est d'accord, on est propriétaire de ces deux biens, le bien qu'on met, qu'on apporte en garantie, garantie, et le bien dont on fait l'acquisition. Parfaitement. Donc la propriété, elle, du coup, donc c'est une sorte de levier x2 quoi. Ben, c'est un levier. Je reste évidemment propriétaire du bien que j'apporte en garantie. Je prends une hypothèque conventionnelle dessus, et je prends aussi une hypothèque conventionnelle sur ce que j'achète. Donc si vous voulez, je prête 50% d'un côté, je prête 50% de l'autre, qu'importe la modalité de remboursement, je reste propriétaire des deux. Ouais. Donc c'est un système d'accroissement du parc immobilier qui est phénoménal. Aujourd'hui, les investisseurs qui viennent nous voir au quotidien ont parfaitement compris ce système. D'autant plus que les intérêts portés à 5% sur un bien peuvent être parfaitement palliés. Par exemple, j'ai ce bien de 500 000, je veux acheter un nouveau bien. Pour y vivre ou pour un investissement, un des deux biens sera mis en location. Donc les fruits de la location peuvent rembourser largement, couvrent largement les intérêts d'emprunt puisque je ne rembourse pas le capital. Donc c'est véritablement un levier à la croissance d'un parc immobilier. Et sur la partie marchand, tu parlais d'un taux à 5%, ça me semble très bas par rapport à ce que font des banques traditionnelles sur des opérations de marchand qui sont en général des opérations court terme, en 24 mois pour la revente du bien, et le portage du coup est plutôt autour des 7-12%. Alors... on reste dans un cadre bancaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à des fonds institutionnels, on est vraiment dans le crédit, donc ce sont des banques. Lorsqu'un marchand vient et qu'il est identifié comme marchand, c'est-à-dire propriétaire d'un bien généralement on ne travaille pas sur des SCC... je cherche mes mots. Société...
SCCV. Oui, c'est ça, SCCV, Ouais. Société Civile de Construction Vente. Je ne travaille pas sur des sociétés, je ne peux pas prendre en garantie un bien qui est dans ce genre de structure. Je ne peux prendre en garantie qu'un bien détenu en nom propre, ou en SCI, ou par le biais d'une SARL familiale. Donc, quand un marchand de biens nous vient, il a deux choix. Jusqu'aujourd'hui, il a entendu des montages qui sont des portages immobiliers, du crowdfunding. Il y a différents montages possibles pour lever des financements. Nous, on ne va pas créer à proprement dit de la richesse, on va simplement lui mettre à disposition de la trésor. Quand un marchand nous vient et qui me dit, bah voilà, pour une nouvelle opération, j'ai besoin de fonds, nous, on ne va pas se porter, on va pas lui donner les financements pour qu'il réalise son nouveau projet sur une capacité à faire ou à nous avoir fait comprendre qu'il peut réaliser ce genre d'opération. Non, nous, on prend uniquement de garantie par rapport à un actif qui existe et des revenus. C'est-à-dire que le marchand, quand il vient, on va lui dire... De quoi es-tu propriétaire? Donc il va me donner son bien ou ses biens en garantie. Je vais regarder à partir de ça. Je vais dire, bah ça je prends, ça je peux prendre, ça je peux prendre. Je prête 50% maximum de la valeur du bien. Et s'il veut faire construire, par exemple, ou s'il veut acheter, c'est autre chose. Je vais pouvoir lui prêter 50% de ce qu'il veut. S'il doit faire construire, je ne peux pas prendre de garantie sur quelque chose qui n'existe pas. Donc je vais me limiter à son parc immobilier actuel. Je vais libérer cette trésorerie et lui il va se débrouiller pour faire construire et il me remboursera le jour où certainement il aura vendu si on est sur une petite opération de promotion ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais oui, c'est important ce que tu dis. Donc le marchand typiquement qui est en SAS, lui, il ne pourra pas le faire via sa société. Donc c'est un frein. C'est un frein. Alors après, on y viendra peut-être, mais j'ai d'autres produits pour les marchands de biens, où là on sort de la sphère bancaire, on est plus dans la sphère un peu immobilière, mais on pourrait y venir à ce moment-là. Mais disons que pour l'investisseur classique, on ne s'adresse pas au primo-accédant, il faut être propriétaire d'un bien quand on vient chez nous. Mais pour l'investisseur classique, il y a déjà un bien, libre de dette. Je répète bien, libre de dette, c'est très important parce que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le propose, des banques intervenant sur le crédit hypothécaire en France, il n'y en a pas pléthore. La condition sine qua non, c'est d'être propriétaire d'un bien qui est libre de crédit. On ne peut plus prendre de crédit. S'il y a un crédit en cours, on rentre dans un autre biais, c'est un peu du rachat de crédit si vous voulez. Donc, libre de crédit, j'ai identifié un bien que je souhaite acheter, ma banque me dit non, je serai toujours plus cher qu'une banque traditionnelle. Il faut savoir, quand on fait un crédit à vocation immobilière, il faut compter 3,5% de frais liés au crédit. Alors ça rémunère la banque, ça rémunère nos honoraires et puis le notaire et l'expertise. Donc compter 3,5% du montant emprunté. Lorsqu'on libère de la trésorerie, je suis à 8,5% de frais. Vous cumulez ça au taux, ça fait beaucoup. Donc moi, j'ai tendance à dire aux clients qui nous viennent, est-ce que vous avez déjà contacté votre banque ? Si c'est pas le cas, tournez-vous plutôt vers votre banque, non pas pour travailler pour rien, mais pour que, une banque française sera toujours moins chère que moi. Moi, je fais venir une banque étrangère qui intervient en France dans un contexte particulier. C'est ça, ce que je veux dire, en termes de coût, tu seras à peu près 2 points au-dessus de ce qui se fait. En taux, je serai à peu près semblable. Ouais. Alors, moi, quand je propose des taux à 5, je suis un peu plus cher qu'une banque classique, mais j'ai pas d'assurance emprunteur. Donc ça s'équilibre un peu, quelque part. Les frais de dossier de 3,5%, je suis à 1,5 point au-dessus d'une banque traditionnelle. Donc je suis un peu plus cher. Mais comme toujours, je m'adresse à une clientèle un peu particulière. Une clientèle qui a connu des défauts, sa banque ne la suit pas compte tenu de beaucoup de choses. Et là, à ce moment-là, ils viennent nous voir. Mais si quelqu'un a une offre de la part de sa banque, foncez. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement rare qu'il faut foncer. Nous, on s'adresse quand même à des gens qui ont accusé un refus. Donc, on s'adresse plutôt à des gens, voilà. On a un produit un peu plus cher, c'est pas non plus, on est quand même sous l'égide de la loi française et on est régi par la Banque de France. Donc, on est au taux d'usure, on est un peu en dessous du taux d'usure. Mais on n'est pas usurier non plus. Donc, je dirais que de manière principale, on est un peu plus cher. Donc, pour ce qui est du domaine bancaire, voilà, c'est l'investisseur, j'ai un bien, 2, 3, 4 peut-être, si c'est une chance. Et puis, le reste, c'est je veux parfaire mon parc immobilier. Ils viennent chez nous disant, bah voilà, moi, ma banque, elle ne me suit pas, je voudrais acheter un appartement qui est à cet endroit-là, Il faut toujours que le montant du besoin soit supérieur à 400 000 €. Ouais. On ne peut pas aller en dessous. Ça, c'est pas moi qui le décide, c'est la politique de la banque qui intervient. Elle dit on ne monte pas de dossier en dessous de 400 000. Donc pour l'exemple de tes 500, ça passe voilà. En total, ok. Il faut que je possède un bien minimum de 400 000. Alors pas plusieurs biens. On peut pas prendre quelqu'un qui a 2 biens de 200 000. Il faut vraiment que ce soit un bien sur lequel je prenne une hypothèque qui vaut 400 et le besoin minimum 400. Quand on fait un crédit à quelqu'un, par exemple, on reprend le crédit, on prend l'exemple du monsieur ou de la dame qui a un bien de 500 000 à Paris, qui veut acheter un autre bien à Nice 500 000. Quand on fait une enveloppe totale de 250 plus 250, ça fait une enveloppe de 500. Il est possible que la personne, son projet soit de 400 000, d'accord ? Mais avec ses 500 000 € de budget total, il peut faire des travaux s'il a besoin. On peut intégralement payer les frais de notaire, je ne demande pas d'apport, et on peut payer l'agent immobilier. Enfin, je ne sais pas comment c'est la répartition chez l'ensemble
des transactions immobilières en France, mais il faut savoir que l'enveloppe que je donne peut servir à payer l'intégralité des parties prenantes. Donc ça, c'est quand même assez souple comme montage. Et il n'y a pas de système de délestage, il faut être vraiment propriétaire en net, en dur, d'un bien immobilier de plus de 400 000 euros. Si on ne l'y est pas ou peu, il n'y a pas des trucs, il nous reste une fin de crédit, on ne peut pas le délaisser à droite, à gauche. On peut, non, on peut, il y a plusieurs choses. Le bien, il faut le détenir en pleine propriété. Je ne peux pas avoir l'usufruit et puis quelqu'un la nuit propriété et puis on est d'accord de... Non, jamais. Il faut que les deux. S'il y a un ou deux propriétaires sur le bien, couple ou pas, il faut que les deux, dans ce cas-là, soient co-emprunteurs. Ça, c'est la condition. Si le bien vaut 385 000, au lieu de 400, c'est pas la peine de demander un crédit hypothécaire, parce qu'il va y avoir une expertise faite par la banque, et en dessous de 400, c'est un motif de refus. Surtout qu'imagine, tu une fourchette, ils sont plutôt conservateurs dans le... Non, alors, bizarrement, non, ils sont assez justes, parce qu'ils font une évaluation sur le long terme, en se disant, bah voilà, on va regarder sur toute la durée du crédit, et puis bon, ils se basent sur les chiffres de l'INSEE avec l'augmentation du prix d'un bien des mètres carrés, ou d'un bien qui prend 1,5% par an, enfin, c'est à peu près la tendance. Donc, non, ils sont assez justes, je dirais. Ils sont pas, comme on peut le voir dans certains autres montages, comme la vente en une propriété, où ils sont déjà un peu cassants quand ils arrivent, c'est aussi leur marge qui est calculée à ce moment-là. Non, sur un crédit, ils sont assez neutres. Si il y a une queue de crédit sur un bien immobilier, il y a queue et queue. J'ai eu des clients qui me disaient mon bien vaut 1 million d'euros, j'ai une queue de crédit. Et quand on reçoit le tableau de patrimoine, il reste 600 000. C'est pas une queue, 600 000. Hein. 100 000 sur 1 million, c'est une queue. 150, je l'entends encore. 200, on peut toujours discuter, d'accord. Mais de manière générale, les banques avec lesquelles on travaille n'aiment pas reprendre des prêts. Donc, elles n'aiment pas parce que ça englobe... Il faut savoir une chose aussi, c'est que si ceux qui nous écoutent ont acheté des biens immobiliers il y a quelques années et qu'ils ont emprunté à 1 ou 2%, et que moi je viens derrière pour reprendre leur crédit à 5,5%, il faut aussi une logique, se disant est-ce que c'est nécessaire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, est-ce qu'il y a ce besoin de se dire je dois absolument racheter un autre bien pour acheter un autre bien. Si certains ne sont pas contraints par le nouveau taux à 5,5 et je reprends leur prêt à 5,5, on peut toujours en discuter, mais l'idéal c'est quand même, pour pas être déçu, c'est quand même un bien plus de 400 000. La moyenne des biens qu'on prend pour l'immobilier, on est quand même aux alentours d'1 million d'euros. Non, on peut prendre des biens 400 000, mais il faut quand même qu'ils soient nets de crédit. C'est plus simple pour tout le monde. Et au niveau des revenus, quand vous faites un calcul, hein, si la personne elle achète un bien immobilier, il faut au moins, je dirais, au moins par personne 3 000 euros par mois de revenus. On a un reste à vivre qui est aux alentours de 2 000. Ça veut dire qu'une fois qu'on a payé la nouvelle échéance du crédit hypothécaire, il faut qu'il reste 2 000 euros net par mois. Ça, c'est des conditions plus dures que les conditions bancaires classiques ou pas? Oui, ouais. C'est des conditions... Alors, oui, parce qu'il y a certaines banques qui l'autorisent à 1 000 euros par mois. Mais dans le crédit hypothécaire, on est quand même sur une clientèle particulière. Je ne dis pas qu'elle est très haut de gamme, mais elle est quand même d'une certaine surface. Ce qui m'étonne justement dans ce que tu dis, c'est que pourquoi ces gens-là ont du mal à avoir du crédit classique? Il y a plusieurs typologies de personnes. On a beaucoup de nos clients ont de gros revenus. Ils sont indépendants. Ils ont parfois eu un bilan qui, à un moment donné, ça a merdé. Dans les années qui viennent, où le bilan de l'année n'est pas très bon. On a d'autres personnes qui ont été... Ils viennent justement chercher un crédit hypothécaire parce qu'ils ont été atteints d'une maladie il y a quelques années. Même s'ils sont en rémission totale, ça se voit. On a d'autres personnes qui ont eu, à un moment donné, des difficultés ou un nouveau travail. Ils viennent de trouver un nouveau travail. Bien rémunéré, mais un nouveau travail. Nous, c'est pas qu'on fait abstraction de tout ça. C'est juste que on ne rentre pas... Chez nous, ce ne sont pas des cas, ce sont des humains avec lesquels on travaille. Et ils sont capables... On explique un dossier. On n'envoie pas, on l'encode pas. On l'explique. On fait une note expliquant les choses. On a aussi bon nombre de propriétaires qui nous viennent en disant voilà, nous, on est avec mon épouse, on est propriétaire. Je pense à un client qui était à Cannes, qui avait un beau bien d'une valeur de 2 millions et quelques. Il voulait se rapprocher, c'est une maison, il voulait se rapprocher du centre-ville en achetant un appartement. Et il me disait, malgré nos grosses retraites, on ne trouve pas de crédit. Il avait 77 ans, le monsieur. Et nous, on le fait parce qu'on n'a pas de limite d'âge. Et une banque classique, vous rentrez, vous avez 77 ans, même le plus beau bien du monde, on ne vous fait pas de crédit. Et il faut savoir aussi que les gens nous viennent non pas par spontanéité, parce qu'un crédit relais en France, c'est 1 an renouvelable 1 an. Chez nous, c'est 10 ans. On peut l'arrêter quand on veut, mais c'est 10 ans. Ça laisse une certaine surface pour se dire, j'attends que le marché de l'immobilier reprenne. Donc, il y a plein d'éléments et plein de causes qui font que les gens nous appellent au quotidien. Ouais, je sens que
effectivement, ne pas avoir un crédit parce qu'on est dans des situations un peu particulières, c'est un des avantages de cette solution crédit hypothécaire. Mais l'autre gros, vraiment, je pense peut-être même supérieur, c'est la capacité d'utiliser, de leverager encore un peu plus avec cette garantie du bien, ce crédit hypothécaire que les banques classiques, comme tu dis, ne font pas de manière générale. Une banque classique, elle va te prêter jusqu'à 70% de la valeur de ton bien, si t'es sympa, puis ça s'arrête là, puis il faut que tu trouves tes 30% restant pour faire l'acquisition. Si on ne demande pas en plus les frais de notaire, si on ne demande pas un apport, si on ne demande pas de payer les frais d'agence immobilière, chez nous, tu n'as pas besoin de faire d'apport. On te prête 50% de ce que tu as, 50% de ce que tu achètes. Mais il y a des conditions. Un taux un peu plus élevé, des frais de dossier qui sont à la marge de 3%. Bon, c'est un taux qui est aux alentours de 5,5, mais je peux faire un crédit in fine de 10 ans. Si tu veux, il y a une notion d'équilibre aussi, hein. Dans un court instant, on verra quel est le principal défaut de la vente à réméré et pourquoi la vente avec complément de prix est une belle opportunité que l'on soit porteur de projet d'achat-revente ou investisseur. A tout de suite. Ça peut être bien pour accélérer quand on a déjà un peu du patrimoine, quoi. C'est un peu ça. Du côté investisseur, ça peut être... Celui qui vient nous voir, il sait très bien, il a pesé le pour et le contre. Et aujourd'hui, si ça fait 35 ans qu'on vend ça, c'est qu'on en a quand même satisfait quelques-uns. Moi, j'ai vu des fortunes se créer en quelques années. Ça fait pas longtemps que j'ai repris le groupe, hein. Ça fait que je trouvais dans ce groupe-là, ça fait maintenant 7 ans. J'ai vu des fortunes se faire. Des fortunes. J'ai vu des mecs acheter des biens. Ils les achetaient à 400 000 euros. La banque le suivait pas. Il achetait 400, il revendait 700. Avec les 700, il rachetait quelque chose. Et il revendait quelque chose. Il faisait des coups. En fait, pour beaucoup, ce sont des opportunistes. Comment est-ce que y contournais cette requalification marchand de biens? Enfin, la revente, tu peux le faire une fois, 2 fois. Après, l'administration commence à pas trop aimer quand ça devient récurrent. Moi, je pense que il y a deux choses. Le marchand de biens, avant tout, avant même d'être une classification juridique, c'est un métier. Il y a marchand et marchand. Il y a le marchand qui va faire une opération par an, et il y a celui qui va en faire 10. Celui qui va en faire 10, il a des chances de se faire requalifier, bien qu'il y ait des systèmes qui permettent d'éviter ça. Mais quelqu'un qui achète un bien, un mec est propriétaire d'un bien à 500 000, d'accord? Je vais lui prêter 250 et je vais lui prêter 250 sur les 500 000 qu'il achète. L'idée, c'est de se dire qu'avec ça, il va pouvoir acheter son nouveau bien. Son nouveau bien, s'il le retape avec un peu de trésor et qu'il le revend bien, il peut peut-être gagner 500 000 euros sur le bien, il a fait une culbute d'1 million. Sur la culbute d'1 million, il peut acheter un bien à 500 et refaire 500 000 euros de travaux qui va revendre 1,5 million. Moi, j'ai vu des choses se faire à une vitesse folle. On était dans le sud de la France, on était en 2020 ou 2021, on était post-Covid, c'était les belles années de l'immobilier. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué avec un marché où les biens ne se vendent pas. Mais contourner véritablement pour contourner, non, il n'y a pas de... Non, ils étaient statut marchand. Enfin, ils étaient statut marchand. L'administration fiscale. Avec achat et revente dans un délai maximum de 5 ans, droit réduit, enfin la totale. Le contrat dont on a parlé tout à l'heure, qu'en société ça ne fonctionne pas, mais ils peuvent le faire en SCI. Donc, tout à fait. Y a pas de... Tout à fait. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Oui. Super puissant. Et à la revente d'un bien gagé, est-ce que on rembourse immédiatement ce prêt? Il n'y a pas de possibilité de... Il y a pas de... Lorsqu'on a une hypothèque sur un bien, alors c'est le notaire qui se charge de demander un état hypothécaire sur un bien, il va voir qu'il y a des inscriptions dont il va demander les mains levées. Les mains levées, parfois vous avez un crédit hypothécaire, vous avez fait un crédit à votre banque, elle vous a pris une hypothèque, vous l'avez remboursé, mais la banque n'a pas levé l'hypothèque sur le bien. Ça ne veut pas dire que le bien il est gagé, ça veut simplement dire qu'il y a une inscription, et lorsque le notaire se chargera de la vente du bien, il va demander si le crédit est remboursé, la banque elle va dire oui, puis elle va le lever. Lorsque nous on fait un crédit hypothécaire par exemple de 200 000 sur un bien, le notaire, le jour où il vend le bien, il va interroger la banque en disant qu'est-ce qu'on vous doit, en gros. Puis la banque, elle va faire son décompte, elle va envoyer. Puis au moment où les fonds vont arriver pour vendre liés à la vente du bien, ça va rembourser en priorité le crédit. Donc on est obligé de rembourser. Après, il y a quelques petits malins qui s'amusent à ne pas rembourser les cautions, type crédit logement ou autre. Ils s'exposent quand même à des sanctions qui sont beaucoup plus lourdes que le risque pris. Ouais. Là, pratiquement, c'est faisable, mais c'est très très risqué, voire pas recommandable. Alors que là, l'hypothèque, c'est même juste pratiquement pas possible. En fait. L'hypothèque, c'est pas possible du tout. Sur un crédit au logement, avant même de dire c'est risqué, c'est interdit. C'est complètement interdit. Le risque peut être pris, mais c'est marqué d'ailleurs dans le contrat avec les sociétés de caution, hein, on s'engage à vendre et on s'engage à déclarer le crédit auprès du notaire lorsqu'on vend son bien, et on s'engage absolument à le rembourser dès qu'il y a une mutation du bien. Donc c'est s'exposer à des risques qui sont très importants et sur lesquels il n'y a rien de pire que se faire recouvrer pour une créance dont on n'a plus collatéral. Ouais, non, ça c'est dur. Hein. Un peu compliqué. Ça marche. Je voulais en venir au deuxième outil qu'on pourrait avoir à disposition, qui est la vente en nue propriété. Oui. Tu peux nous expliquer un peu ce que... Alors, la vente en nue propriété, c'est relativement simple.
je vais expliquer un peu ce que c'est que la vente en nue propriété, puis je vais expliquer un peu comment ça se pratique surtout. Parce qu'il y a deux mondes. La vente en nue propriété, c'est le fait de démembrer un bien immobilier. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Un propriétaire, le droit prévoit qu'un propriétaire peut scinder son bien en deux parties distinctes. Il y a d'un côté la nue pro, de l'autre côté l'usufruit. La nue propriété, c'est les murs d'un bien. L'usufruit, c'est le droit d'en jouir. La nue propriété peut être vendue à n'importe qui, n'importe quel investisseur. Donc on touche un capital quand on vend ça. Et ensuite on reste dans son bien, normalement, jusqu'à la fin de sa vie. D'accord ? C'est un peu le système du viager sans rente. Donc on touche un 100% bouquet, un gros capital tout de suite, et on reste chez soi toute sa vie. Depuis quelques années, la vente en nue propriété a complètement changé de visage. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre dans la tête du marché français. Quand on fait un viager, je vais donner un comparatif. Quand on fait un viager, on est propriétaire d'un bien, je vais dire une valeur de 300 000 € en France. J'ai 80 ans, je vais donner des chiffres qui sont erronés, mais je vais donner un exemple, parce que je ne le connais pas, j'ai pas de barème sous les yeux. J'ai 80 ans, j'ai un bien qui vaut 300 000 €, ce bien, j'ai besoin de liquidité, ma pension ne me permet pas de vivre décemment, je vais donc le vendre en viager, je vais récupérer un faible bouquet, et puis une rente mensuelle à vie. Le bouquet que je vais toucher sur un bien de 300 000, il est ridicule quand j'ai 80 ans, je peux toucher entre 50 et 100 000, peut-être plus, je veux dire à quelque chose près, puis tous les mois, je vais essayer de toucher 1 000 € par mois ou 1 500 € par mois jusqu'à la fin de ma vie. Dans une vente en nue propriété, il n'y a pas de rente, donc le capital est tout donné en une fois. Ça veut dire que sur un bien de 300 000, quand j'ai 80 ans, j'ai une espérance de vie, je sais pas, de 12 ans par exemple, je vais tout de suite récupérer 60% de la valeur de mon bien. Donc je vais récupérer 180 000 tout de suite, c'est ça la nue pro. Le marché était tendance, il y a quelques années, et de plus en plus de personnes ont choisi de faire de ce montage un choix pour les années à venir. Simplement, on s'est confronté à un afflux de dossiers qui nous venaient de grande qualité, et avec des biens qui étaient d'une certaine valeur. Le problème, c'est que trouver un investisseur qui a 180 000 € devant lui, on peut le trouver aujourd'hui. Quelqu'un qui a du cash, on ne peut pas faire de crédit pour acheter un bien en nue propriété, mais quelqu'un qui a 180 000 € devant lui, on le trouve plus facilement que des montants qui sont plus élevés. Donc on trouvait facilement quelqu'un qui avait 180 000. Pour l'investisseur, il achetait les murs du bien, et donc il achetait la nue propriété, et au décès de l'usufruitier, il remembrait le bien, puis il en devenait pleinement propriétaire, puis il pouvait le revendre ou le louer, il faisait ce qu'il en voulait. Quand on a vu l'afflux des gros biens arriver sur le marché, je parle de biens situés entre 1 million et 10 millions, il fallait trouver quelqu'un qui avait possiblement entre 50 et 70% de la valeur du bien à donner tout de suite. Il y a des fonds institutionnels avec lesquels on travaille qui se sont mis sur le marché, donc c'est des fonds avec lesquels on travaille depuis maintenant 3 ou 4 ans, qui sont des banques, et elles ont la surface financière pour acheter ces biens-là. Et de ce montage-là a encore évolué, c'est-à-dire qu'on ne s'adressait plus à des personnes seulement âgées qui ont plus de 70 ans qui vont rester dedans toute leur vie, on s'est adressé à un public plus jeune qui avait besoin d'argent. Le besoin, c'était pas forcément des dettes, c'était des besoins de pognon pour réinvestir l'argent. Et là, on a vu un marché de marchands de biens énorme dans le sud de la France principalement. Ça veut dire qu'ils pouvaient monétiser leurs biens en disant « voilà, j'ai un bien d'une certaine valeur, j'ai besoin d'argent ». Et on trouvait des banques qui leur achetaient la nue propriété, c'est-à-dire les murs, et qui leur laissaient un usufruit temporaire. Ça veut dire qu'ils leur disaient, moi je vais t'acheter ton bien pour 70% de sa valeur, tu vas rester dedans 5 ans, mais tu vas toucher tes 70% tout de suite, le capital, si c'est la résidence principale, il n'est pas fiscalisé, tu payeras plus les gros travaux liés à ton bien, et au moins tout de suite, tu as touché, sur un bien d'1 million, tu as touché 700 000 tout de suite, et le marchand avec les 700 000, il allait refaire une opération, que ce soit de promotion ou d'achat-revente. Donc on a vu un marché complètement changé, et la nue propriété est devenue un marché quasiment et exclusivement réservé à des biens prime et à des marchands de biens ou des investisseurs qui avaient besoin de cash à un moment donné où les banques leur disaient non, mais ça permettait de lever du cash énorme. Mais aujourd'hui, la problématique de ce marché, c'est que quasiment là où les banques qui interviennent dans ce marché sont très peu, au nombre de 2, elles ont eu une difficulté à collecter des fonds, donc elles ont été plus regardantes. On a connu, nous, les belles époques avec des biens à 10-15 millions d'euros qu'on a vendus aux banques. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que les banques, ayant moins collecté d'argent, elles sont plus regardantes sur les biens immobiliers. Et donc, depuis quelques mois, donc la reprise du marché, on a eu un affaiblissement du marché depuis octobre. Là, ça repart un peu mieux, mais on se concentre davantage sur des biens au-dessus d'1,5 million.
Donc on ne touche pas tout le monde, on tâche que des gros biens, on travaille beaucoup pour rien, enfin c'est le cas de le dire, hein. On reçoit beaucoup de demandes, mais les personnes elles sont un peu déçues, puis nous aussi on est frustrés, se dire que malheureusement il y a 6 mois je le prenais votre bien, mais aujourd'hui votre bien est d'une valeur inférieure à ce que je peux faire. Alors ils sont là en train de me dire mais mon bien vaut 1,2 million, j'entends bien, mais c'est la politique de ma banque. Donc la vente en nue propriété c'était véritablement je vends les murs de mon bien, je conserve l'usage de ce bien, je ne paye plus les gros travaux, je peux le mettre en location si je veux, je fais ce que j'ai envie. Et dans quelques années ou à la fin de ma vie, on choisit, soit c'est temporaire, soit c'est à vie, ça nous permettait de récupérer immédiatement du cash et de se dire, bah tiens, pendant les 10 prochaines années, je vais continuer d'y vivre ou de le mettre en location, puis après je me tire. C'est quoi les différences avec le crédit hypothécaire, là, pour le coup? Alors, le crédit hypothécaire, c'est j'emprunte des liquidités, on est dans un circuit bancaire, j'emprunte des liquidités grâce à mon bien immobilier. J'emprunte sous condition d'avoir un bien d'une certaine valeur, j'emprunte sous condition d'avoir des revenus qui me permettent de payer les échéances du crédit. La vente en nue propriété, c'est véritablement une transaction. Je vends mon bien. Je vends les murs. Donc c'est pas conditionné, il faut avoir plus de 55 ans, hein, mais c'est pas conditionné au revenu, c'est pas conditionné à la nationalité. Je vends les murs, mais je conserve, en fait je vends sans déménager, mais je conserve son usage pendant une durée soit temporaire, soit à vie. Voilà, on est sûr, d'un côté c'est un crédit, de l'autre côté c'est une transaction immobilière. Et l'opportunité côté marchand, donc elle est de l'autre côté de cette équation, j'achète ce bien. Double opportunité côté marchand. Il y a une opportunité vendeur. Je suis marchand, j'ai un bien. Alors, si je dois faire par rapport à la conjoncture actuelle, je suis marchand, j'ai un bien qui vaut plus d'1,5 million, j'ai plus de 55 ans. J'ai besoin de cash pour net de dette. Enfin, s'il y a des dettes là-dessus, c'est pas très grave parce que si c'est une hypothèque, le notaire se chargera de la rembourser ou si c'est une caution crédit logement, ça sera remboursé la vente. Mais profil type de ceux qui nous écoutent. Je suis marchand. Ou pas, mais je suis marchand. J'ai besoin de cash. J'ai plus de 55 ans, j'ai un bien qui vaut plus d'1 million d'euros. 1,5 million. Je vais le vendre, si je veux récupérer beaucoup de cash, je vais le vendre de manière temporaire. Minimum 7 ans. Je vais récupérer quoi ? 60% de la valeur de mon... Entre 55 et 60% de la valeur de mon bien. Je vais récupérer ça tout de suite. Je vais pouvoir continuer à vivre dans mon bien pendant les 7 prochaines années ou le mettre en loc, hein, pour en toucher des revenus. Avec l'argent, je vais pouvoir saisir de nouvelles opportunités d'investissement. Soit j'achète un bien, soit je fais construire. On fait ce qu'on veut avec l'argent. C'est du cash comme une vente, en fait. Mais la personne, ça lui permet de se dire, je garde un toit sur la tête pendant ces 7 prochaines années, tout de suite, je récupère du cash de ce bien-là, donc bon, c'est 55 à 60% de la valeur de son bien, mais on reste 7 ans dans son bien, et je ne paye plus les gros travaux. Ça, c'est côté vendeur. Côté investisseur, comme le marché s'est complètement cassé la figure avec les banques, parce si vous voulez, aujourd'hui, on s'interroge sur la suite du marché en dessous d'1 million d'euros, 1,5 million, parce que les banques ne veulent plus intervenir, et bien là, à ce moment-là, nous, on dit qu'on est à la recherche d'investisseurs. Alors ça commence à 200 000 ou 300 000, hein, ça va jusqu'à 1,5 million, mais comme les banques n'interviennent plus, là, on cherche des investisseurs pour se dire, oui, moi, ça m'intéresse, c'est de l'investissement en nue propriété, hein, donc j'achète la nue propriété d'un bien, dont je serais pas pleinement propriétaire du bien, je n'achète que les murs, en gros, et je me dis, bah voilà, c'est comme si j'avais acheté un bien décoté des loyers pendant 10 ans. Parce que vous allez acheter un bien, par exemple, si quelqu'un vend un bien 500 000 euros, alors je vais essayer de donner un exemple chiffré. Vous avez un bien, vous avez quelqu'un qui vend un bien en nue propriété capé 10 ans, d'accord ? Donc il va rester dedans pendant 10 ans. L'investisseur, il va acheter le bien, je dirais, à 60% de sa valeur. Donc 6 fois 5, 30, il va l'acheter 300 000. Un bien qui vaut 500, il va l'acheter 300 000. Donc il va devoir sortir les 300 000, on ne peut pas faire de crédit pour ça. Il faut que quelqu'un ait du cash. Il va acheter son bien 300 000 qui en vaut 500, et il sait que dans 10 ans, pile, jour pour jour, il sera pleinement propriétaire de ce bien-là. Alors, s'il l'a bien acheté au bon endroit, ce qu'il a acheté qui valait 500 000, peut-être que dans 10 ans, ça vaudra 600. Et donc, il n'aura sorti que 300 000 euros pour faire ça. Et en fait, si vous voulez, ça permet d'acheter un bien 500, décoter tout de suite de la valeur d'occupation du bien. Donc ça, on est constamment en recherche d'investisseurs pour ça. C'est ce qu'on appelle de l'investissement en nue propriété. Et là, tu les poules ensemble, tu les rassembles ensemble, ces investisseurs éventuellement, pour aller justement chercher ces on peut faire des poules, importantes. On peut faire des poules d'investisseurs. Après, il y a des investisseurs qui ont des grosses surfaces financières. Il y en a qui veulent faire des poules, il y en a qui veulent faire... On peut faire beaucoup de choses. À partir du moment où tout le monde s'entend sur un cadre d'acte en se disant, et un contrat en se disant, bon, on est plusieurs à on est multipropriétaires à la nue propriété, ça pose pas de problème. Il faut simplement que tout le monde s'entende. C'est la difficulté de trouver plusieurs investisseurs. Les poules sont pas, ça existe depuis la nuit des temps. C'est la difficulté de faire cohabiter plusieurs investisseurs qui n'ont pas forcément les mêmes, bien que le cadre il soit commun, mais qui n'ont pas les mêmes attentes.
Faut que ça soit un bien vraiment super patrimonial, une grosse visibilité sur la hausse, sur la décote aussi par rapport. Bien placé. Ce qu'il faut juste, je pense que le seul risque qu'on peut avoir, c'est un risque de stratégie. C'est toi et moi, on achète un bien immobilier ensemble, on fait un pool à deux, on achète un bien 300 qui en vaut 500. Ce qu'il faudrait pas, c'est que dans 10 ans, quand il sera remembré, on appelle ça remembré, ce qu'il faut pas, c'est que moi j'ai une stratégie long terme en me disant on va le mettre en location avec un beau rendement et que toi tu veux le vendre. Oui, on devient de fait, on est déjà copropriétaire voilà, de ce bien. On est copropriétaire. Et donc, il ne faut pas qu'on ait une divergence au niveau de la visibilité à long terme. Si l'un veut vendre, pas l'autre. C'est un peu, je vois mal une vente par licitation, après, derrière, alors qu'on avait un projet commun à l'origine. Donc, si on peut faire des pools, mais il faut que ce soit des pools, disons, qui soient avec une même stratégie. Ça, c'est pas contractuel. Hein. Tu dis que les banques vont sur les trucs de plus d'1,5 million. Pour quelle raison? Tu t'expliquais que les banques aiment bien les endroits qu'elles connaissent, mais là, le mécanisme de montant, en quoi elles se sentent plus garanties d'avoir des biens qui sont plus importants en termes de valeur? Parce qu'on a remarqué que le marché de l'immobilier, pour deux choses, on achète du prime, on achète du bien très bien fini, en super qualité, qui se revendra vite. Sur les biens d'1,5 million, on s'est aperçu avec la banque que c'est ce qui se vendait le plus rapidement. On achètera plus facilement un bien intramuros que dans le 92 en ce moment. On achètera des biens à Nice, à Annecy et à Bordeaux, principalement. On va autre part, mais le marché de l'immobilier à 1,5 million ou à 2 millions d'euros, il n'a pas trop bougé dans des gros endroits. Après, des biens de plus petite valeur, ça mérite souvent des travaux. Et puis bon, il y a beaucoup de biens qui sont en vente à ce prix-là, et de cette surface-là. Donc on privilégie davantage des biens prime. Donc nous, on a au quotidien des investisseurs qui viennent. Je pense encore à une personne qu'on signe mercredi matin. Le bien vaut 5 millions à Paris. Il est jeune parce qu'il a 56 ans. Il a besoin d'argent pour remonter une opération immobilière. Je ne connais pas la nature de l'opération, mais je sais qu'on lui dégage 60% de la valeur de son bien tout de suite. Et avec ça, il me dit qu'il fait le tour de son opération. Il sait quoi faire. Parfois, ils sont pas très... souvent, les marchands, et puis bien qu'on n'ait pas la même activité, hein, mais ils sont pas très causants sur leur projet. Il me dit simplement que ça va être réinvesti. Ils savent comment le réinvestir. Mais là, sur 5 millions, on lui dégage 60% de la valeur de son bien. Il reste dedans 7 ans. Oui, c'est ça. Il reste dedans 7 ans. Et il a déjà une visibilité avec les 60% de ce qu'il va faire avec. Mais il est content parce qu'on a rencontré ce monsieur il y a un mois à peu près. Et on signe après-demain. Donc lui, ça lui permet tout de suite de se dire je récupère 60% de la valeur d'un bien que je vais réutiliser à des fins. Bon, il sait quoi faire. Ouais. Il y a du secondaire sur ce genre de choses? Est-ce qu'on achète un nu propriété, on décide de le vendre un terre? Est-ce qu'on trouve preneur d'une part, enfin de la nue propriété d'un bien avant son remembrement? Non, il y a un marché secondaire qui existe, mais il n'a aucun intérêt à exister. Enfin, je ne comprends même pas comment il existe. C'est-à-dire que on a tout intérêt. Celui qui est embuté, qui a besoin d'argent, il peut revendre la nue propriété d'un bien. Ça, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas véritablement de plus-value qui est faite. La vraie plus-value, elle est au moment du remembrement, de se dire, voilà, j'ai la pleine propriété de ce bien que j'ai acheté décoté il y a quelques années, qui peut avoir pris de la valeur, et c'est au moment de sa revente où là on calcule véritablement la grosse plus-value qui est faite. C'est l'intérêt de ce montage, c'est un placement. Donc c'est comme tout placement, quand on le casse au milieu de son truc, comme on casse un produit de placement, il n'y a aucun intérêt. Mais on peut. Je pense pas que ça serait dans mon esprit quelque chose de volontaire, mais par contre, de l'autre côté de la transaction, moi je vois bien un investisseur se dire, je vais acheter décoter un produit déjà décoté, je fais une décote. Possiblement, bien sûr. Non, il y a un marché secondaire. Il y a un marché secondaire, évidemment. Mais ce marché secondaire, il a du mal à décoller. Il existe, mais il a du mal à décoller. J'imagine que c'est très confidentiel, de gré à gré, etc. Donc... Oui, et puis c'est une clientèle à viser. Je veux dire, il n'y a pas pléthore de personnes qui viennent prendre un micro comme je fais là pour expliquer un peu ce que c'est. Déjà que le montage est méconnu, alors s'il faut expliquer qu'il y a un marché secondaire. Par contre, il y a une clientèle, c'est certain. Comme il y a une clientèle dans tout. Mais on est bien allé sur la crypto-monnaie. Hein. Alors, rappelons l'origine de la crypto-monnaie, c'est un produit qui n'existe pas et qui est destiné à des gens qui vont se dire, oui, je vais acheter quelque chose qui n'existe pas. Donc, tout est vendable aujourd'hui. Ça marche. Mais là, on était vraiment sur de la pleine de la propriété effective, à partir de la transaction, même si on n'est que de la nue propriété, on est propriétaire. L'autre outil que je voulais voir avec toi rapidement, peut-être, c'est la vente à réméré, où là c'est différent dans le cadre où on est sur une option d'achat. Oui. Et tu disais au tout début d'entretien que c'était un truc que tu avais regardé au début dans ta carrière et que tu as trouvé difficile à implémenter en France. Oui. Je voudrais que tu m'expliques un peu. Je voudrais avant la vente, je pense qu'avant même d'aller sur le sujet de la vente à réméré, en fait, la vente à réméré, c'est un produit particulier. C'est encadré par la loi, donc ça c'est une part devant notaire. Il n'y a aucun sujet d'ordre de sécurité là-dessus, à proprement dit. La vente à réméré, ça permet à un propriétaire de vendre temporairement son bien à un investisseur et de le racheter dans un délai maximum de 5 ans.
Donc il a 5 ans pour le racheter. La difficulté de ce montage, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé dans ce métier, je trouvais ça absolument fabuleux. Je me suis dit, bah tiens, on peut monétiser son bien. Pour quelqu'un qui a eu un pincement de trésorerie, l'argent peut servir à toutes sortes de besoins, puis on se laisse 5 ans pour le racheter. Quand j'ai commencé ce métier, j'étais un des premiers à faire ça. On était en 2016 et 2017. J'ai commencé ce métier, j'étais un des premiers. J'avais une liberté de parole, j'avais une liberté de communication. Le produit était méconnu. Il existait juridiquement, mais il était méconnu. Et j'ai vu arriver tout un tas d'agences immobilières qui proposaient ce montage sans connaître véritablement ses attributs d'un point de vue juridique, en vendant ce produit à des investisseurs, n'importe qui, je veux dire, ils le vendaient aux plus opportunistes, et ils se retrouvaient à proposer aux investisseurs d'acheter des biens donc de manière temporaire à une famille qui était propriétaire d'un bien avec un rendement annuel, enfin on va revenir sur le rendement, mais avec un rendement annuel de 20%. Parce que le montage, il est très clair. Je vends un bien à un investisseur, de manière décotée. J'ai 5 ans pour le racheter. Pendant toute la durée de l'opération, je paye à l'investisseur un loyer. C'est pas vraiment un loyer, c'est une indemnité d'occupation, mais pour faire court, c'est un loyer. Cette indemnité d'occupation, j'ai certains concurrents qui ont vendu 20, parfois 25% par an du montant qui a été dégagé par l'investisseur. Ça c'est la joie des investisseurs, un rendement à 25% par an. Simplement, il faut regarder l'autre côté, parce que s'il y a quelqu'un qui prend 25%, il y a quelqu'un qui les perd. La difficulté, c'est qu'il y a eu énormément d'agences immobilières qui sont arrivées avec des investisseurs avides, qui n'y connaissaient rien au placement et qui ne voyaient pas qu'il y avait une dangerosité sur ce montage. Et il a eu énormément de mauvaise presse, parce que quand on est à un moment donné dans une détresse financière et qu'on en est à faire une vente à réméré sur un bien qui est à l'origine un très bon produit, mais quand il est utilisé sur quelqu'un qui est en détresse, avec un investisseur à 25% par an et une agence immobilière qui vous prend 15% au passage, bah forcément ça fait un montage qui est absolument pas sain. Donc il se retrouve au tribunal et le juge, voyant ce genre de montage, il disait « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce montage ? Vous avez abusé des propriétaires ». Et donc on a souffert dans ce montage de l'arrivée d'énormément d'agences immobilières qui ont voulu révolutionner le marché avec des investisseurs, comme je l'ai dit, mais qui étaient vraiment, on était dans un abus total. On était dans un marché qui n'était absolument pas régulé. Alors que nous, je ne dis pas qu'on est mieux que les autres, mais je dis qu'on a une autre approche. Je ne suis pas une agence immobilière, moi. On est avant tout, on est un groupe financier. Une vente à réméré, c'est très simple. Vous avez à un moment donné, en face de vous, un propriétaire qui a un besoin d'argent. Ce besoin, il peut être de toute nature. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça le regarde à la rigueur. Mais tout le monde sera au courant de son problème parce qu'il l'explique. Mais à un moment donné, il se dit « Merde, j'ai besoin d'argent. Il faut que je monétise mon bien. Ma banque ne me suit pas. Le crédit hypothécaire, je ne suis pas éligible parce que je n'ai pas de revenus. Le produit qu'on a vu avant qui s'appelle la vente en nue propriété, ça ne m'intéresse pas parce que je ne veux pas vendre mon bien, je voudrais le garder, in fine. » Donc il se dit « Je vais me tourner vers une officine comme la mienne ou comme quelqu'un d'autre. Mais je vais me tourner comme par exemple chez moi. » Et il va venir me voir et me dire « Voilà, j'ai des problèmes de fric. J'ai un bien immobilier, je ne veux pas le vendre, mais je suis obligé de l'utiliser pour obtenir de la trésorerie. » Donc on va lui dire, bah, écoutez, c'est simple. On va vous présenter un investisseur ou des investisseurs à qui vous allez vendre temporairement votre bien. On va généralement le faire acheter pour 50% de sa valeur à l'investisseur. Donc l'investisseur, il va acheter un bien pour 50% de sa valeur réelle. Il peut faire un crédit pour l'acheter, pas de problème. Les loyers attendus de l'investisseur par le locataire, ce sont des indemnités d'occupation. Chez nous, il est entre 6 et 10% par an. D'accord ? On n'est pas à 25, ça n'existe pas à 25, je ne vais pas être qualifié, je fais un montage sain. Donc on est entre 6%, ça c'est pour Paris, intramuros, des beaux biens, sur la Côte d'Azur, des beaux biens aussi, on est entre 6 et 10% par an. Donc si j'achète un bien d'1 million d'euros, par exemple, monsieur est propriétaire d'un bien d'1 million d'euros, il va venir chez nous, il va le vendre 500 à un investisseur, donc l'investisseur il va sortir 500 000. Sur les 500 000, on va prendre nos honoraires de transaction. On va enlever 2% de frais de notaire parce que généralement les investisseurs qui viennent, ils sont en marchand de biens. Et ensuite, on va directement enlever une année de loyer pendant laquelle le monsieur va rester dedans, le vendeur. On peut prendre 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, comme on veut. On peut enlever 5 années s'il faut tout de suite. Si j'achète le bien 500 000 et que j'attends 10% par an, eh ben on va pas l'acheter 500, le bien, on va l'acheter 450 parce que je vais tout de suite enlever une année de loyer si je suis investisseur. D'accord ? Donc l'investisseur, finalement, il achète un bien 450, d'accord ? Et le vendeur, il a 5 ans pour le lui racheter 500 000. Si je lui ai acheté son bien 500 000, il me le rachète 500 000. Il n'y a pas de plus-value. Donc c'est ça une vente à réméré. C'est un investissement
il n'est pas solidaire, parce je ne suis pas là pour faire de la solidarité, mais c'est un investissement intéressant qui permet à un moment donné à un propriétaire de monétiser son bien, c'est-à-dire je le vends et je le rachète. Pour l'investisseur, il se dit, bon, j'achète un bien à 50% de sa valeur, donc pour moi, bon, mon risque, il est quand même maîtrisé. J'attends une rentabilité de 6 à 10% par an sous forme de loyer. Ce sont des indemnités d'occupation, on va dire que c'est des loyers. Donc, j'achète un bien décoté de 50% de sa valeur. C'est un acte qui est encadré juridiquement. On signe devant un notaire. Nous, ça fait 35 ans qu'on fait ça comme métier, donc on connaît ça sur le bout des doigts. Les clients qu'on propose sont quand même des clients qui sont pas, je le dis bien, les clients qu'on a sont pas des gens à la corde, hein. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont besoin d'argent pour faire des apports en compte courant dans leur boîte. C'est des gens qui, à un moment donné, ont un pincement de trésorerie, mais ils attendent une grande rentrée d'argent, ou c'est des marchands de biens, comme j'en ai signé un dans le sud de la France, dernièrement, qui avait besoin pour faire une nouvelle opération. On lui a permis de dégager 50% de la valeur de son bien. Il était heureux pour faire cette nouvelle opération. Donc, pour les investisseurs, diversification des placements, nouvelle opportunité des côtés, il n'y a pas énormément, on sort même pas 50% de la valeur d'un bien, et on est quasiment sûr de recouvrer sa créance à un moment donné, parce que si la personne ne rachète pas la première année, elle rachètera la deuxième ou la troisième. Voilà. Donc voilà, ça c'est la vente à réméré. Donc aujourd'hui, la mauvaise presse, parce que j'ai des petits margoulins qui s'amusent à faire n'importe quoi dans ce métier, et je me bats pour reporter haut la voie de ce montage, qui est un super montage, parce qu'à l'origine, il était destiné aux gens qui étaient traders, et qui vendaient temporairement leurs actions, pour pouvoir les récupérer ensuite. Il a été adapté au marché de l'immobilier. Le problème de l'immobilier, c'est que moi, je l'ai fait sur les chefs d'entreprise, des mecs qui sont arrivés sur des gens qui étaient en saisie dans le nord de la France, sur des baraques à 200 000 euros. Je veux dire, il y a eu un abus total. Donc aujourd'hui, j'essaie de redorer l'image, et ce produit est très adapté à des investisseurs, comme il est très adapté à des propriétaires qui se disent, j'ai besoin d'argent et je veux vendre temporairement. Voilà. Parce que ouais, je comprends ton discours qui est de dire que c'est pas l'outil en lui-même qui est mauvais, c'est juste les paramètres qui sont autour et ce qu'on a fait par rapport à ça, et notamment. C'est comme de prendre. Alors je vais faire une parallèle, mais on dit le crédit conso. Par exemple, le crédit conso. On dit le crédit conso, le crédit conso, ça met les gens plus bas de terre, on leur met des crédits sur crédit, ils s'en sortent pas. Mais à la base, le crédit conso, c'est pas fait pour les. C'est pas uniquement fait pour les gens qui sont à la corde. Crédit conso, c'était un bol d'air, un peu de financier, pour quelqu'un qui avait un pincement, où on pouvait lui prêter quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros, à un moment donné, on en avait besoin. Mais on a toujours cette image de la personne qui n'arrive pas à boucler ses 2 fins de mois parce qu'il a dit crédit conso. Oui, c'est une part de la population qui est sujet au crédit conso, mais pas que. Pas que. Et donc là, la vente à réméré, c'est pas, pardon de le dire, mais c'est pas fait pour quelqu'un qui est au SMIC. Le vendeur, je parle. C'est pas fait pour un mec cosmique qui a un bien de 200 000 euros et qui arrivera jamais à racheter son bien. C'est fait pour quelqu'un qui a un projet, qui se dit j'ai la surface pour acheter mon bien dans quelques années, il a un beau bien, il est généralement chef d'entreprise où il a un beau métier, où il comprend juridiquement déjà l'acte qu'il signe, il comprend que c'est une transaction, c'est pas un crédit, il comprend qu'il doit racheter, il comprend qu'il y a un investisseur qu'il faut payer. Je sais, c'est un montage sain. Mais pour autant, il faut encore il faut encore avoir des investisseurs aussi qui ne cherchent pas que la rentabilité. Ouais. Et côté vendeur, du coup, on est sur effectivement la notion de temporalité, oui. La notion aussi d'avoir quand même une certaine chance de récupérer un montant avec le résultat de ces projets qui est très important par la suite. Parce qu'il y a des coûts qui sont incompressibles quand même, c'est effectivement les coûts d'achat qui sont doubles, hein, je crois. Tu payes, non, alors en fait, juridiquement, c'est je vends mon bien à un investisseur. Évidemment, je fais face. Moi, je prends 6%. Par exemple, une agence classique, elle prend 6% d'honoraires. Le bien vaut 1 million. On l'achète 500 000. Moi, je prends 6% des 500 000. Il y a 2% de frais de notaire des 500 000. Et l'investisseur prend 10%, mettons, entre 6 et 10 des 500 000. Au moment où le vendeur rachète son bien, juridiquement, c'est une annulation de vente. Ça veut dire qu'on va payer des droits fixes de 135 €. 135 €, plus les frais, plus le notaire qui va rédiger des frais d'acte, quoi, tout simplement. Mais ça va pas se monter plus de 1500 ou 2000 €. Donc finalement, c'est pas il y a un coût à l'aller de 2%, et au retour, c'est une annulation de vente. On se prend pas 7,5 et 7,5. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Voilà. Parce que je crois avoir vu des montages où on peut même prolonger de 5 ans. On peut prolonger, mais il faut se retaper 7,5 d'un côté et de l'autre. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut pas non plus dépouiller la personne. Le montage, il est fait pour être un relais. Ouais. Et le relais, il doit être fait, il doit être assez fin. Je veux dire, si quelqu'un est dans une panade totale, mais qui vende définitivement son bien, qu'il n'essaie pas de s'engluer dans un montage dans lequel il s'en sortira jamais. Il n'y a pas besoin de justifier des conditions financières en détresse. On devrait demander, mais on peut pas. C'est une activité immobilière, mais il faudrait à minima qu'on puisse demander. Je crois que c'est pas possible, mais les avis d'imposition pour être sûr que la personne ait les moyens de racheter.
Et les moyens de racheter, oui. Ah oui, d'accord, ça on peut pas le vérifier. Ouais. Bah non, parce que on peut pas le vérifier. Ce sont simplement des déclarations. La personne, elle est dans une détresse financière. Il n'y a pas que des gens dans la détresse financière, hein, il y a aussi des gens très bien, mais il y a quand même des personnes qui utilisent ce montage en disant on va s'en sortir, et on sait très bien que si on avait davantage analysé le montage, on ne pourrait pas s'en sortir. Donc, nous, il faut garder en tête une chose. La vente à réméré est réservée à des beaux biens, d'une certaine valeur, avec une clientèle qui a des revenus, qui a la tête sur les épaules, avec un notaire qui connaît parfaitement ce genre de montage, et je veux des investisseurs pour ce montage-là, c'est ce qu'on cherche, qui ont la tête sur les épaules et qui ne cherchent pas simplement le rendement. Oui, il y a un rendement, c'est entre 6 et 10% par an. Ça, heureusement, c'est un très bon rendement pour un rendement. Mais je veux pas absolument quelqu'un qui se dise est-ce que je peux prendre plus, est-ce que je peux prendre plus, parce que dans ces cas-là, on n'est pas au bon endroit. Côté investisseur, c'est 6-10%, enfin cette promesse, en tout cas, c'est ce qui peut être attractif pour eux. Si on la compare, par exemple, à l'achat de nue propriété, oui. Quelle serait la différence Dans une vente à réméré, quand on achète un bien, par exemple, si tu achètes le bien d'1 million, tu l'achètes 500 000. Les loyers sont prépayés. C'est-à-dire qu'ils sont prélevés à l'acte de vente. Donc, quoi qu'il en soit, tes loyers sont payés. Ça veut dire que si jamais, par exemple, on fait une opération sur 1 an, si moi je te vends mon bien d'1 million et je te dis je te le rachète dans 1 an, tu vas acheter le bien 500 000 euros, tu vas me prendre 50 000 euros par an de loyer, on va les prépayer du prix de vente. Je te les donne pas, tu les as enlevés du prix de vente. Donc quoi qu'il en soit, tu es sûr de les avoir, ton rendement de 10% par an. Moi j'ai 1 an pour te le racheter 500 000. D'accord ? Donc quoi qu'il en soit, la promesse, non pas elle est pas alléchante, elle est là, c'est-à-dire qu'on te l'a prélevé directement chez le notaire, t'es 500 000. Donc si tu veux, c'est comme un loyer, mais je t'ai directement prépayé une année. Dans la vente en nue propriété, on est complètement dans un autre schéma. Mon bien vaut 1 million, si on reprend l'exemple du million, mon bien il vaut 1 million, je vais rester dedans 20 ans, si on veut faire 50%. Si je reste dedans 20 ans, tu vas me l'acheter tout de suite à 50% de la valeur. Tu vas me l'acheter 500 000. Dans 20 ans, tu le récupéreras, le bien. Tu seras seul à le récupérer. Peut-être que dans 20 ans, le bien d'1 million, il vaudra 2, que tu m'as acheté. Mais si tu veux, on enlève tout de suite la totalité des loyers, tu me le payes tout de suite le montant, et tu n'as plus qu'à attendre. Dans un réméré, c'est des opérations qui sont très courtes. C'est des opérations d'1 an, 1 an et demi, parfois 6 mois. Dans une vente en nue propriété, c'est des opérations minimum du minimum, elles durent 7 ans. On peut trouver sur 5 ans. C'est-à-dire que moi, je rêve aujourd'hui de trouver des investisseurs qui me disent j'ai une grosse surface financière, je vais acheter des biens décotés pour 5 ans, mais moi j'ai un paquet de dossiers à leur donner. J'ai un paquet de biens où les mecs ils veulent vendre leurs biens à 75% de leur valeur et ils le récupèrent dans 5 ans. Ça, j'en ai plein, à Paris, à Nice, partout. Et au niveau stratégie, du coup, quand on achète à réméré, ouais. On joue le rendement, classiquement avec du prépayé, donc il y a la garantie sur le premier loyer, on est sur du première année, on est sur... On peut faire même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, ça sécurise le placement, donc ça c'est un attribut important. Est-ce qu'on joue aussi le fait, ou est-ce qu'on, dans la stratégie, entre le fait que possiblement le vendeur ne va pas pouvoir rembourser et du coup je récupère ce bien? Oui, tout à fait. Là, comment ça s'appelle ? Le contrat prévoit une chose, que si la personne ne peut pas racheter son bien dans les délais impartis, d'accord, il perd la faculté de rachat. L'investisseur, évidemment, il y pense. Il se dit, je vais récupérer un bien à 50% de sa valeur. Ça fait partie du jeu. Mais il y en a plein qui sont récupérés à 50% de leur valeur. Mais c'est le montage est comme ça. C'est le risque pris aussi par l'investisseur. L'investisseur, il se dit, moi j'achète à un moment donné un propriétaire qui a besoin d'argent, son bien de manière décotée. Donc quelque part, il supporte aussi son projet ou son besoin. Donc l'investisseur, il se dit, je demande une rentabilité de 10% par an, et si le mec ne m'a pas racheté mon bien dans un délai d'1 an ou 2 ans, je deviens pleinement propriétaire du bien à 50% de sa valeur. Je trouve que le jeu est beau. Ouais. Là, c'est un peu intéressant peut-être d'analyser la situation financière du vendeur. Voilà, ouais. Mais je veux dire, c'est pas non plus un pari sur le fait qu'il va se casser la figure. C'est le fait de dire que la personne, elle n'obtiendra pas son crédit, puis il y a un peu de tout, mais généralement, les gens y rachètent. Généralement, j'en rachète. Tu parlais de c'était un mécanisme qui était utilisé aussi par les chefs d'entreprise qui peuvent avoir des gros projets derrière. Pourquoi il ne ferait pas un crédit hypothécaire dans ce même cas-là, ce vendeur ? Tout le monde n'a pas les moyens. Celui qui veut mettre de l'argent dans sa société à un moment donné où elle bat de l'aile, c'est forcément quelqu'un qui fait face à des difficultés. La difficulté n'est pas forcément énorme. Ça peut être des difficultés passagères, ça peut être beaucoup de choses, mais un chef d'entreprise qui a une boîte... Par exemple, je vais prendre un exemple qui est complètement... ça peut-être... on met les pinceaux de tout le monde, mais je vais prendre un exemple simple. Un mec qui a une belle agence immobilière à Lyon. Je prends Lyon comme exemple. Il a une belle agence immobilière à Lyon. Ça fait 20 ans que le mec y bosse. En ce moment, l'immobilier, c'est quelque chose. Donc, il fait moins de ventes depuis 2 ans. Donc, il a moins de revenus. Peut-être qu'il se tire le revenu minimum pour vivre. Mais il se dit, j'ai besoin de fric pour payer mes charges, peut-être pour payer ses employés, et peut-être refaire un peu de pub.
Ces gens-là, ils aimeraient avoir un crédit hypothécaire, parce que tout le monde veut un crédit hypothécaire. On reste propriétaire de son bien, j'entends bien. Mais lorsqu'il vient me voir, puis que je lui demande l'avis d'imposition, puis que les 4 dernières années, le mec, il gagnait 80 000 ou 100 000 euros par an, puis que cette année, il en gagne 20 000 seulement, il n'est pas éligible à un crédit. Alors je me dis... même avec les conditions souples. Même avec les conditions souples, parce qu'il faut quand même un minimum de revenus pour pouvoir payer les échéances. Il y a un montant de reste à vivre qu'on a vu à 2 000 euros par mois. Et parfois, je ne fais pas de miracle. Donc je suis obligé de proposer, c'est d'ailleurs pour ça qu'on propose tous ces produits alternatifs. C'est pour leur dire, attendez, oui, je suis d'accord, le crédit hypothécaire, ça ne fonctionne pas, mais venez voir, on a d'autres produits. Je ne dis pas que forcément ils intéressent tout le monde, mais ils peuvent, à un moment donné, peut-être décoincer une situation. Et alors, ça nous amène au dernier élément que je vais voir avec toi, c'est la vente avec complément de prix. C'est un truc sur lequel vous êtes aussi spécialisé. Oui, c'est un produit. Alors, étonnamment, c'est un des produits qu'on vend, qui a le plus de succès depuis quelques mois, presque un an. C'est un produit, je ne pensais pas quand on l'a lancé, c'est un produit à destination des propriétaires de. C'est un produit à destination des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leurs biens. Et là, on parle aussi indirectement à tes auditeurs, parce qu'il y en a certains d'entre eux, puisqu'on est investisseur, il y en a certains qui ont à un moment donné besoin de vendre aussi. C'est un produit très simple qui permet à un propriétaire d'obtenir une avance sur la vente de son bien. Quand on a lancé ce produit, on s'est dit, ça va permettre à certains propriétaires qui sont un peu embutés d'obtenir du cash en attendant qu'ils vendent correctement son bien, pour ne pas être pressés, c'était surtout pour éviter de brader. Quand on vend un bien, aujourd'hui en France... ça répond quand même. Personne ne vend un bien par plaisir. Hein. On a toujours une problématique de fric derrière. Toujours. Mais c'est pas forcément des grosses problématiques. Ça peut être un déménagement, un décès, un divorce. On a un petit peu de tout. Des travaux, des DPE, tout ça. Quand on a lancé ce produit, on s'est dit, tiens, on va proposer ça à certains clients qui vendent leurs biens immobiliers. On a fait de la pub, on a eu des articles dans différents médias connus. Quand j'ai vu le nombre de demandes qui sont arrivées au quotidien, je crois qu'on a eu 50 demandes dans la journée. Dans la journée, juste à la suite d'un podcast qu'on avait fait. On a eu 50 demandes dans la journée, et je me suis dit, il y a un marché là-dessus. Quand on a lancé ça, on s'est dit, c'est juste une avance de trésorerie. Le système, il est très simple. Un propriétaire, on n'est pas du tout dans le réméré, on est dans un autre code d'autres articles du code civil. Un propriétaire, il vend temporairement son bien à un investisseur. Il le vend pour 60% de sa valeur. Et l'investisseur, il lui dit, je t'avance 60% tout de suite. T'as 1 an, 2 ans, comme tu veux, pour vendre ton bien de manière définitive. Quand t'as trouvé un acquéreur final, je te donne les 40% complémentaires. S'il y a un bien d'1 million d'euros, l'investisseur en fait une vente temporaire, c'est-à-dire que l'investisseur, il avance tout de suite, on fait une vente à 600 000 euros, ça veut dire que le vendeur qui est pressé d'obtenir du cash, il touche 600 000 tout de suite, et l'investisseur, il lui dit, écoute, prends ton temps pour vendre le bien, lorsque tu as trouvé un acheteur définitif à 1 million d'euros, la valeur du bien, je te donne les 40% complémentaires. Entre le moment où je t'ai avancé tes 600 000 et le moment où tu as trouvé l'investisseur définitif, il lui a dit, je vais te prendre 10% par an. C'est-à-dire qu'il va lui prendre 60 000 par an. En définitive, ce montage, ça paraît beaucoup quand on a des chiffres comme ça, mais ça coûte, ce sont des chiffres qu'on a, ça coûte 10% par an de la valeur du bien. Sur un bien d'1 million, c'est comme ça va lui coûter 100 000 en tout, l'opération. Sur un an. Après, les années suivantes, ça coûte moins cher. Hein. Mais c'est 6% par an les années suivantes. Ce montage, quand on l'a sorti, on s'est dit, tiens, on verra bien ce que ça va donner. J'ai jamais eu autant de succès sur un montage que celui-là. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a énormément de personnes qui vendent des biens. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui vendaient, mais dont le besoin n'était pas forcément la totalité de la valeur du bien. Il y en a certains qui sont, il y a des frais de succession à payer. On s'est rendu compte qu'il y avait des frais de succession, des donations aux enfants, un crédit relais qui arrive à terme. Ça, c'est un fléau. Et les crédits hypothécaires. Et en fait, on s'est aperçu que les gens, ils n'avaient pas forcément besoin, tu vois, sur un exemple d'un bien à 1 million d'euros, quand on leur achète leur bien 600 000, il va leur rester, à moins les frais, il va leur rester 500 000 euros d'avance. On s'aperçoit que le montant, il n'est pas de 500 000, dont ils ont besoin ni d'1 million, il est souvent de 200, 300 000. C'est ce qui leur permet de vivre confortablement et de se dire, je retire mon bien des 10 ou 15 agences immobilières dans lesquelles je l'avais mis, j'extrapole, ils ne le mettent pas dans 10 ou 15, mais dans 1 ou 2 ou 3 déjà qui fait mal. On évite une surexposition du bien immobilier et je prends le temps de le vendre dans 1 ou 2 seules bonnes agences et on évite de le brader, parce que j'ai vu des biens qui se bradaient, mais à des prix, moins 25, on a parfois vu du moins 30 dans le 92, hein, moins 30%. Donc si tu veux ce produit de la vente avec complément de prix, c'est j'encaisse 60% de la valeur de mon bien, je me laisse le temps de vendre et je touche les 40% suivants lorsque j'ai touché un acquéreur définitif. Au moment de la signature, c'est une transaction, on n'est plus propriétaire du bien déjà. Non. Alors, on n'est plus propriétaire du bien, donc je le vends à 60% à un fonds. Alors, on travaille avec une seule société, c'est un fonds institutionnel, qui est coté en bourse. Le fonds institutionnel achète le bien à 60% de sa valeur.
Le vendeur, il doit couvrir les frais. Il y a mes honoraires, il y a 2% de frais de notaire, un peu comme dans le REMER, mais ce n'en est pas un. Attention, c'est pas un REMER, on ne peut pas racheter le bien. Je prends 2% de frais de notaire, 6% d'honoraires, et je prends 10% par an, qui est la rentabilité de l'investisseur. Au moment de la signature chez le notaire, donc j'encaisse 500 000, il m'achète le bien 600, moi les frais, je touche 500 000 en cash tout de suite. C'est des montages qu'on met en œuvre en moins de 21 jours. 21 jours, hein, et droit de préemption compris. C'est quand tu dis droit de préemption. C'est la DIA de la mairie. Yes, ok. La mairie ne le préempte jamais parce que c'est un montage particulier juridiquement. Et donc on arrive à sortir ça en 21 jours. Ça permet à tous ces propriétaires qui ont besoin de cash de récupérer très rapidement du cash. Le fonds achète le bien pour 60% de sa valeur. Il l'achète temporairement. Immédiatement, il donne un mandat exclusif au vendeur. Immédiatement, il donne un mandat exclusif et révocable qui dit au vendeur, à toi de trouver n'importe quel acheteur au-dessus de 600 000 euros. Donc le bien vaut 1 million, il l'a acheté 600. Au-dessus de 600 000, dès que tu as trouvé un acheteur solvable au-dessus de 600 000, n'importe qui que tu nous présentes, on te donne la totalité de la différence au-dessus de 600 000. Donc le bien est vendu finalement à cette troisième personne que le vendeur a trouvé, quoi. Deuxième. Ouais, c'est la deuxième personne. Cette deuxième personne. Ouais. En étape numéro 1, j'ai besoin d'argent, je suis propriétaire. Étape numéro 2, je vends temporairement mon bien à ce fonds d'investissement pour 60% de la valeur. Je récupère immédiatement un mandat où je dois retrouver un mec en définitive, un acheteur en définitive. Donc là, je refais le tour du marché pour trouver un mec à 1 million. Lorsque j'ai trouvé cet acheteur définitif à 1 million d'euros, si c'est 1 million 900 000, on va dire 1 million, je dois 600 000 au fond, en gros, c'est ça pour le rembourser, et je vends mon bien à 1 million, donc il me reste 400 000. Et ben la totalité de la différence, je la garde pour moi. Droit de mutation, parce que du coup, le fonds est titré, c'est sur cette première transaction. Tout à fait. Et ensuite, il transfère la propriété vers le nouveau... vers l'acheteur définitif. L'acheteur définitif, on ne paye pas de frais de notaire, c'est lui qui les payera. La seule chose que supporte le vendeur qui a besoin d'argent, c'est 2% de frais de notaire au moment où on fait la transaction des 600 000. Donc vraiment, c'est étape par étape. J'ai besoin d'argent, je vends mon bien 60% de sa valeur tout de suite. J'encaisse 60%. Et j'ai un délai d'1 an ou 2 ans pour trouver un acquéreur au bon prix et je rencaisse ensuite les 40% complémentaires. D'accord. Et oui, comme tu dis, dans ce cas dont tu parlais, tout ce qui est droit de notaire, droit de mutation, tout ça, ça a été déduit déjà. Tout à fait. Donc au lieu des 600, il toucherait. Il va toucher 500. Mais après, derrière, c'est net. Net, sur les 400 000 complémentaires. 400, ok. S'il arrive à le vendre à 1 million. Okay. S'il arrive oui, c'est toujours pareil. Mais on s'adresse à deux types de personnes. Celui qui n'a pas besoin d'argent, il ne vient pas chez nous. Pour ce montage. On s'adresse vraiment aux propriétaires dont le bien tarde à se vendre, dont le bien ne se vend pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore quelqu'un à Châtenay-Malabry, c'est en région parisienne, c'est une belle commune d'Île-de-France, c'est dans le 92. Il a un bien qui vaut 2 millions d'euros, ça fait 8 mois qu'il est en vente. Il m'a dit, j'ai eu 2 visites, jamais d'offre. Parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que votre bien ne se vend pas? Mais il me dit, mais dans la commune, il y a 50 biens comme le mien qui se vendent au même prix. Et il y en a qui sont mieux rénovés, il y en a qui ont une chambre en plus, il y en a qui ont des trucs à l'étage et pas ici, pas là. Je comprends. Mais la conjoncture c'est toujours une histoire de conjoncture, comme je dis. Mais il y a des biens qui ne se vendent pas actuellement. Je prends à Nice, le nombre d'agents immobiliers qui nous appellent pour nous dire est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main parce que je veux pas perdre le mandat sur le bien, ça serait bien que je propose ça à mon client. Mais c'est incroyable. Et on voit aussi énormément de marchands. J'ai fait une opération sur un mec à la Colle-sur-Loup, c'est au-dessus de Nice, au-dessus de Cannes, au-dessus de Nice. C'était un marchand, son bien valait 2 millions d'euros. Je lui ai fait exactement le montage avec la vente en complément de prix. J'ai acheté 60% de la valeur, il a touché 1,2 million. Moi, les frais, ça lui fait 1 million d'euros qu'il a touché net. Avec son 1 million d'euros, il a acheté la parcelle d'à côté. Ouais. Il a commencé à faire. Donc la parcelle valait 300 000 et puis il s'est mis 700 000 euros de frais de construction. On est en plein dans le montage, on a signé 3 semaines. Donc lui, il va entamer sa construction. Il a 1 an et demi pour sortir de l'opération. Il me dit, moi, votre opération, bon, elle avait un coût, ça coûte 10% par an de la valeur du bien. Mais il me dit que votre opération, je vais gagner 700 000. Quand j'entends ça, je suis content. Je me dis qu'il a été embuté. Mais cette personne-là, avant tout, lui c'est un investisseur, c'est un marchand. Il cherche des liquidités. Il n'a pas trouvé auprès du crédit hypothécaire. Il n'a pas trouvé auprès de sa banque classique. Il a certainement pas trouvé auprès de crowdfunding ou de fonds spécialisés là-dedans. Il s'est tourné vers une vente et complément de prix. Il a monétisé son bien. Il a récupéré 60% tout de suite. Donc, in fine, 50 moins les frais. Avec les 50%, il a fait ses affaires. Il nous remboursera le jour où il aura vendu son opération, quoi. En termes de coût, quand même, on est sur 10% par an. De la valeur du bien. De la valeur du bien, ouais. J'essaie de me comparer, tu vois, par exemple, à du crowdfunding où on sait qu'on arrive à 17, 18%. C'est toujours moins cher. Ça reste quand même moins cher. 10% par an de la valeur d'un bien. Toi, si tu avais un bien qui valait 1 million d'euros en Ile-de-France, je dis pas à Paris, c'est encore un marché particulier. Si tu as un bien en Ile-de-France qui vaut 1 million d'euros, tu es embuté. Soit tu as besoin d'argent, soit tu dois rembourser un prêt. 1 million, il se vend pas au bout de 6 mois. Tu es capable de le descendre de combien?
s'il se vend pas. Ouais, un bon 30, Ouais. 40. Si tu dois le vendre, tu dois le vendre. Nous, Ouais. ça coûte 10. Et tu gardes la maîtrise. C'est surtout ça, tu gardes la maîtrise de ton bien. Ouais. Et t'as le pognon dans 21 jours. Retour à meilleure fortune réellement, quoi. En 21 jours, t'as le pognon. Mais moi, je m'adresse toujours à ces marchands de biens. Je leur dis, mais dans vos opérations, des marchands embutés, il y en a un paquet dans le sud de la France. Ils doivent m'entendre, j'en connais un paquet. Mais ils doivent se reconnaître. Ils viennent nous voir en nous disant, j'ai des biens qui ne se vendent pas. Et je devrais les vendre. Ma rentabilité est en train de s'écrouler. Parce que je baisse la valeur des biens pour les du vendre. portage financier notamment. Ouais. Le coût de l'opération qu'il a faite. Ouais. Et je leur dis, mais gardez la maîtrise. C'est ce qui est le plus important, c'est le temps. Achetez-vous du temps, ça vous coûte quoi? 10% de la valeur de votre bien. Mais et puis il y en a d'autres à qui je leur dis, mais grâce au pognon que vous avez touché sur la vente et complémenterie, faites un peu de travaux. Et vendez mieux votre bien. Il y en a qui sont embutés. Donc c'est encore une fois, la vente avec complément de prix, c'est un super système pour récupérer du cash. D'un côté, soit je solde une dette ou je fais face à un besoin urgent, ou de l'autre côté, ce cash peut me permettre de me refaire faire une opération, de racheter un bien. Il y a un délai maximum pendant lequel faut que tu aies vendu ton bien. Au-delà duquel, ouais, non, on estime une chose, c'est contractuel, il n'y a pas de cadre législatif là-dessus. Si je te prends 10% de la valeur de ton bien, je pense que l'opération, il ne faut pas qu'elle dure plus de 3 ans. Parce que ça fait 30. Et en définitive, je me retrouve face à une conjointe. Le but, c'est fait pour faire gagner du temps à quelqu'un. Si un mec, en 3 ans, il n'a pas vendu son bien... Je dis un mec, c'est ma façon de parler, mais c'est... Si quelqu'un n'a pas vendu son bien au bout de 3 ans, c'est que soit il y a un vrai problème de prix, soit il y a un vice dans le bien. Il est invendable. Il n'y a pas de mur. Mais un bien, en 3 ans, qu'importe l'état ou le contexte, en 3 ans, le bien, si tu baisses le prix, il se vend. Et alors tu disais que c'était contractuel, donc effectivement c'est là où le diable est dans le détail, comme on dit. Est-ce que ces contrats, donc j'imagine entre à la fois le vendeur, le fonds et l'acheteur derrière, ils ont été déjà testés sur des problématiques ou quoi, tu vois, alors j'ai du recul pour te dire que le produit fonctionne parce qu'on en a signé beaucoup. Ça se compte en plusieurs centaines en une année. Okay. Le premier, c'est quelle année? Ça fait... Le premier qu'on a signé en vente avec complément de prix, je pense que c'était début 2020, fin 2023, il y a une année et demie peut-être. Okay. Et donc j'ai pas assez de recul pour l'instant. Et je sais qu'il en est sorti parfaitement. C'est-à-dire qu'il a revendu son bien à un tiers. Donc j'ai pas assez de recul pour te dire quelle est la problématique. Après derrière, le montage il est viable. Aujourd'hui, le montage il est relativement sain. C'est-à-dire j'achète le bien, juridiquement il y a un acte. L'acte, il ouvre des droits. Ce droit, il dit, le fonds, il dit, je donne au vendeur, qui est ce qu'on appelle un bénéficiaire, un mandat exclusif pour trouver un acheteur définitif au prix qu'il souhaite, supérieur aux 60% de la valeur du bien. Il est écrit dedans, noir sur blanc, et il y a un cadre législatif là-dessus, c'est sur le cadre du droit aussi. Enfin, il y a un cadre légal et il y a un cadre, je cherche le nom, commercial, où il dit qu'il percevra l'intégralité de la différence entre les 60% et le prix de vente définitif. J'ai pas le recul pour me dire est-ce qu'il y a un mec qui a vendu moins cher que les 60% ou pas. Je pense que de toutes les manières, il y aura forcément des gens qui n'arriveront pas à vendre leur bien en définitive à 60%. Mais nous, on se protège, si tu veux, en faisant des expertises elles sont pas à la baisse, nos expertises, mais elles sont prudentielles, et déjà ça nous permet de savoir quelle est la véritable valeur du bien. Quand j'ai un bien, j'ai souvent des propriétaires qui viennent en disant j'ai un bien d'1 million d'euros, quand je fais une expertise ça vaut plutôt 900. Donc déjà là on ne travaille pas sur le million, on travaille sur les 900, je prends 60% des 900, on n'est plus sur le montant qui est affiché à la base, on est là pour faire une avance de trésor, c'est pas une vente définitive. Ouais. Donc c'est vraiment une avance. Oui, tu voyais ça dans le cadre du risque pour le vendeur d'avoir un montant qui sera insuffisant par exemple pour repayer le crédit. Dans ce cas-là, on ne fait pas l'opération. Si ça ne couvre pas le besoin, on ne le fait pas. C'est pour faire. D'un point de vue investisseur, l'investisseur, il est là dans une opération, il se dit bon, je vais acheter un bien 60% de sa valeur. Je sais que la sortie, c'est forcément la vente en définitive du bien, où je sais qu'à l'avance, quoi qu'il en soit, la personne... Tu sais que tu achètes un bien, en fait tu vas acheter un bien 60% de sa valeur, toujours pareil. Parce que le fonds, une fois qu'il a acheté, il est propriétaire, il y a des 60%, il redonne 60% de la valeur, il a lui-même adossé cette transaction à des investisseurs qui ont amené l'argent, c'est ça? Pas forcément. C'était les fonds propres du fonds. Non, ils font des émissions obligataires. Donc oui, okay. Si tu veux, c'est un système d'émissions obligataires, mais n'importe quel investisseur peut le faire classiquement. Moi je peux présenter demain, j'ai une panacée de biens immobiliers dont le fonds ne prend pas, pour des raisons qui sont les siennes, de dire, moi à Lyon par exemple, j'ai donné des biens actuellement à Lyon, la ville
ville de Lyon. Il me dit on est plutôt plus prudent sur la ville de Lyon parce qu'on se trouve qu'elle s'est un peu écroulée. Enfin, c'est leur raisonnement, c'est pas le mien. Donc je me retrouve avec une panacée de biens à Lyon sur les bras où on cherche des investisseurs parce que j'ai des clients qui sont des propriétaires qui sont embutés, qui ont besoin d'argent. Le système, il est simple pour l'investisseur. Hein. J'achète un bien 60% de sa valeur, j'ai un rendement de 10% par an sous forme d'indemnité de l'occupation. Je ne serai jamais pleinement propriétaire du bien à 60%, ça n'existe pas. Quoi qu'il en soit, je vais devoir donner le différentiel au vendeur, enfin le complément de prix. Ça s'appelle aussi une indemnité de... Ouais, tout à fait. D'accord. C'est pas des loyers, parce que c'est pas vraiment c'est une indemnité qui est précaire. On peut pas donner si tu veux, on peut pas donner de durée de vie, c'est pas un bail 369 ou quoi que ce soit, parce que l'aléa fait qu'au lendemain de la signature, le vendeur peut trouver un acheteur définitif le lendemain, comme le surlendemain, comme dans 4 mois, comme dans 6 mois. Donc c'est toujours des indemnités d'occupation. D'accord, mais du coup on peut rentrer en tant qu'investisseur. En fait, si on est juste en recherche de rendement, on rentre sur une opération comme ça, donc c'est pas du réméré, on est d'accord, on rentre avec complément de prix. Et on rentre dans le bateau de ce mécanisme de je paye 60%. Si jamais le vendeur arrive à 100%, je vais payer les 100%. Je donne le complément. Je donne le complément, qui doit être, j'imagine, quand même, pour que ça soit intéressant. En plus des indemnités, du rendement qui touche avec les loyers, là, enfin les indemnités, ça doit être quand même une valeur assez décotée par rapport au prix marché quand même pour attirer ce genre d'investisseurs ou pas du tout? Non, il faut se dire une chose, c'est que l'investisseur, il aura jamais moins et jamais plus que 10% par an. 10% sur une somme décaissée, c'est quand même pas mal. Non, on joue pas la plus-value chez nous. Je peux pas parce que sinon je vais manquer de clients. C'est-à-dire que si c'est pour les taper moi, ce que je veux, c'est me positionner sur des propriétaires qui ont à un moment donné un besoin de trésorerie. Si c'est pour leur reposer en face de ça un montage qui est alléchant, mais d'un point de vue alléchant, mais juridiquement alléchant, mais commercialement avec des prix qui sont complètement fous, on va se retrouver face à une clientèle qui est celle que je veux pas des premiers qu'on fait du réméré. Moi, je préfère avoir un rendement un peu moins élevé, 10% par an, que la personne puisse comprendre. Il y en a certains qui me disent déjà que c'est cher, 10%. Donc il faut trouver toujours le juste milieu entre ce qu'est capable de payer de supporter un vendeur et ce qu'est capable de supporter aussi un investisseur. Moi, je trouve que 10% par an, c'est quand même pas mal. Sur un montage immobilier, je veux dire, c'est pas farfelu. Je ne fais pas racheter des créances subrogatives à quelqu'un. Je veux dire, on est sur un montage, on achète la pleine propriété d'un bien. Il y a un rendement, il y a un cadre juridique, il y a un cadre commercial, il y a un notaire, il y a souvent des avocats. Du côté de l'acheteur final, pas de risque légaux de son côté non plus. Il achète à un propriétaire, il achète au fonds d'investissement directement. C'est-à-dire que Monsieur Dupont a vendu le bien et il se charge d'avoir un mandat exclusif pour trouver un acquéreur final. C'est à lui d'entreprendre les démarches pour trouver cet acheteur final. À partir du moment où lui va se présenter et puis qu'il va y avoir déjà les notaires vont se parler pour la vente définitive, c'est à ce moment-là que va être présenté le fonds d'investissement qui sera en gros présenté comme le porteur temporaire, si on peut appeler ça comme ça. En définitive, c'est le fonds qui va vendre. Mais l'acheteur s'en fout, c'est pareil pour lui. L'investisseur particulier, lui, sera inclus dans des parts j'imagine, d'un véhicule d'investissement auprès de ce fonds-là. Mais... Pas forcément, il peut venir en direct. Moi, j'ai plein de biens à vendre. Moi, je cherche des investisseurs pour ça aussi. J'ai des biens à vendre qui valent 500 000 euros. Là, il n'y a pas de minimum de prix. J'ai des biens qui valent 500 000 où je cherche des investisseurs qui ont 300 000 euros devant eux à mettre à 10% par an. Et c'est en titre propre qu'ils ont la propriété de ce bien, du coup? Oui, c'est celui qui achète, qu'importe. Si on arrive en SCI pour l'acheter, enfin en société ou en personne, le mieux c'est d'arriver en société, comme ça on est en régime marchand de biens. Et là, l'acheteur final, du coup, il achète à la société. Tout à fait, c'est ça. Au fond, mais... Non, tout à fait. C'est une sorte de portage un peu, on porte le bien, temporairement dans les livres comptables. Super passionnant, je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait un bon tour. Et on a vu un peu toutes les solutions. Il n'en existe pas d'autres véritablement. Je veux dire qu'il soit... on l'aurait proposé sinon, mais on a fait le tour de tout ce qui permettait à un propriétaire d'obtenir des liquidités. On est vraiment sur la monétisation de patrimoine. Alors on a deux aspects, c'est ça qu'on disait au début où c'était un peu compliqué. C'est comment on s'adresse aux auditeurs en leur expliquant que d'un côté ils peuvent être sujets au montage et investisseurs au montage. C'est un peu le chat qui se mord la queue, même pour l'expliquer sur un podcast, mais le crédit hypothécaire, d'un côté, on se dit... Alors là, pour le coup, le crédit hypothécaire, personne ne peut investir là-dessus. Je veux dire, on peut retirer des liquidités pour faire un métier, pour faire un projet ou un investissement, mais on ne peut pas devenir investisseur. C'est pas nous, on ne peut pas financer le crédit hypothécaire. Mais de l'autre côté, dans le réméré, la vente en nue propriété ou la vente avec complément de prix, là, on peut s'adresser à tes auditeurs en leur disant, si vous êtes propriétaire, vous avez besoin de cash, appuyez sur le bouton pour essayer de voir combien ça va vous coûter, et pour retirer des liquidités pour aller faire un nouveau projet. Et puis de l'autre côté, il y en a certains qui peuvent nous voir en nous disant voilà, moi j'ai un peu de sous de côté ou j'aimerais m'intéresser à des financements des investissements alternatifs. On leur dit bien sûr. La seule chose qu'il faut faire, c'est que s'ils s'intéressent à des sociétés comme la mienne, on n'est pas beaucoup,
mais s'ils s'intéressent à la société canadienne, quand ils font des demandes qui mettent bien en avant que c'est pour faire un investissement, à venir comme investisseur sur les produits. Parce que comme c'est une démarche un peu nouvelle chez nous d'aller chercher des investisseurs, bien qu'on connaissait ça il y a quelques années, on s'adresse aujourd'hui principalement à des propriétaires qui ont besoin d'argent. Et si la démarche est contraire en disant « Salut, j'ai de l'argent, je voudrais investir », il faut simplement qu'ils se fassent connaître en disant ça. Parce que sinon, il va être pris comme un vendeur qui a besoin d'argent et puis il ne va pas comprendre le schéma. Mais voilà, en gros, on a fait le tour de tout et j'espère que cette intervention et l'éclaircissement de ces montages saura ravir certains de tes auditeurs. C'est normal, c'est top, merci à toi. Est-ce qu'il y a des ressources sur un domaine aussi niché que ça, quand même, vers qui les auditeurs peuvent se tourner pour creuser un peu plus sur ces thèmes-là, que tu trouves pertinentes en termes de médias à lire, à voir, à écouter? Non, on est en train de sortir tu vas me dire je tire la couverture, mais ça n'a rien à voir parce que personne ne l'a jamais fait. Je suis en train de sortir un livre qui s'appelle, qui va peut-être intéresser, je le sortirai je pense fin août, début septembre, qui s'appelle Votre bien immobilier, enfin votre patrimoine immobilier n'est pas une fin mais un moyen. Et c'est ce qui retrace un petit peu le fait de devenir un bien qui dort, coûte beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent, c'est un capital dormant, il faut le faire travailler pour gagner de l'argent. Donc il n'y a pas véritablement d'ouvrage aujourd'hui, ou de vidéos, ou de chaînes qui permettent d'approfondir tout ce qu'on dit. Le problème, c'est que justement, on s'est fait de ce groupe, quand j'ai repris ce groupe-là, je me suis dit on va en faire une référence en la matière, mais j'ai tellement peu de concurrents, et on est tellement sur un marché de niche que il y a aussi une côté de méfiance de la part des personnes qui nous viennent en disant puisque personne n'en parle, et souvent les notaires aussi. Combien de fois j'ai signé des dossiers de crédit hypothécaire où à la veille de la signature, le notaire du client me dit ça n'existe pas, elle dit à son client ça n'existe pas. Et je leur dis mais c'est pas parce que vous connaissez pas que ça n'existe pas. Donc j'ai un énorme travail pédagogique à faire auprès des notaires et des avocats, on y travaille au quotidien. Je travaille avec la chambre des notaires, enfin je fais beaucoup de choses. J'essaye de porter haut la voix, mais c'est pas toujours évident, je suis un peu tout seul, enfin je suis avec mon groupe, mais j'ai un de mes collaborateurs qui va sur BFM TV expliquer un peu ce qu'on fait, on est dans les Échos, on est dans Le Point, on fait BFM, enfin on essaye je fais magazine d'agence, j'essaie de parler aux agents immobiliers. C'est pas toujours évident parce que quand tu as des concurrents dans un domaine d'activité, c'est bien parce qu'on se porte tous mutuellement, même si on est concurrents. S'il y en a un qui parle demain matin dans des BFM, l'autre il parlera dans CNews et ça fait monter le produit. Aujourd'hui, je suis un peu tout seul. Et ça coûte énormément de fric de communiquer, ça prend du temps. Et le problème, c'est que quand tu es le seul à parler d'un produit, quand il n'y a pas d'écho dans ce que je dis. Donc je suis le seul à le dire. Donc aujourd'hui, tu vois, si tu me dis est-ce qu'il y a d'autres sources sur lesquelles on peut aller creuser davantage d'informations, j'ai envie de dire mon site internet, j'essaie de mettre tellement de choses. J'ai des témoignages de notaires, j'ai des témoignages d'agents immobiliers, j'ai des articles de loi qui sortent pour essayer de rassurer les gens. J'ai tous les articles de presse qu'on a fait sur nous. Enfin, j'essaie de faire les choses correctement, mais c'est ce qui est dommage, c'est que c'est à moi de rassurer encore. Je suis là pour commercialiser, je dois aussi rassurer. Mais non, j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres personnes qui puissent en parler, sachant que en plus ce sujet intéresse énormément. Mais je pense qu'en même, ça doit être assez rentable une fois qu'on a trouvé le partenaire financier quand même derrière, parce que c'est ça qui est La rentabilité est bonne, ouais. dans tout, parce que c'est le crédit hypothécaire, c'est un marché dans lequel on est leader français du crédit hypothécaire, de loin devant tout le monde. Et j'ai des concurrents, mais ils sont tellement petits, inorganisés. Ça fait 30 ans qu'on met le pognon qu'on gagne là-dedans pour faire de la communication. Donc on a plusieurs sociétés dans le groupe, donc on a une mainmise au niveau de l'échelle nationale, et puis même au niveau des localisations, on est plutôt bien situé. Mais la difficulté de ce métier qu'on fait, c'est que oui, quand on va regarder comme ça sur une vente à réméré ou sur un crédit hypothécaire ou sur une vente en UPRO, on veut bien gagner notre vie sur un montage. Sauf que pour aller toucher un client qui signe, et jusqu'à la fin, faire qui signe et puis qu'on encaisse les honoraires, mais l'argent qu'on met au déploiement de la communication, mais c'est phénoménal. Mais ça se compte en centaines et centaines de milliers d'euros par an. Et parce que pour aller expliquer à quelqu'un, je pense, c'est donner un exemple, mais comment je fais pour aller expliquer à un mec à Nantes qui est propriétaire d'un bien, qui a besoin d'argent aujourd'hui, qu'il existe ma solution de vente avec complément de prix, il faut faire énormément de publicité en se disant que lui, je vais le toucher. Comment le toucher ? Il y a de la radio, on fait de la radio.
on fait de la radio, parce que une des sociétés de notre groupe fait de la radio sur Radio Classique à longueur de journée. J'ai fait de la radio dans le Sud en anglais pour toucher une clientèle anglo-saxonne. J'ai fait des médias nationaux, j'ai fait des médias moins connus, j'ai fait des médias des personnes âgées, j'ai fait des magazines qui étaient lus par 3 millions de lecteurs par an. J'ai fait tout ce qui est possible. J'ai fait des mails, on fait 650 000 mails par mois. J'ai des relais qui sont connus. Ça suffit pas. À chaque fois, il faut sponsoriser des trucs, essayer à droite à gauche. J'ai toujours pas trouvé, on fait beaucoup de communication, ça marche, mais j'ai toujours pas trouvé en fait mon canal de communication qui me dit ouais, là j'ai trouvé le bon truc pour y aller. Ouais. Parce que tous les mois on s'essaye, on se dit est-ce que là ça marchera mieux que là. Je pense qu'il y a un truc à faire avec les investisseurs, encore une fois, parce que les gens sont de plus en plus sophistiqués, alertes à ce genre de choses, oui. Et ouverts à l'idée que l'immobilier c'est justement un instrument qui permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, de faire des trucs dans son patrimoine et pour grossir. Je pense que c'est tu parlais de radio classique, le type d'auditeur de radio classique, c'est plutôt du côté gros patrimoine qui veulent vendre. C'est pas forcément des gens mais je pense dans la démarche d'investissement, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Voilà. Les plus gros dossiers que j'ai faits, en termes de volume et en termes d'honoraires, c'est les marchands de biens et les investisseurs. Parce que ce sont des gens qui, pour deux choses, parce que c'est des gens qui ont souvent des gros patrimoines, qui n'ont pas peur de la dépense parce qu'ils savent combien ils vont gagner. Ça veut dire que le coût de l'opération ne les effraie pas. Il est cher, ils le savent, 10% par an, il y en a certains qui diront que c'est cher, d'autres ne le diront pas, mais ils savent combien ils vont gagner avec ça. Ça leur coûte 10, mais ça leur permet de gagner 50. C'est eux qui ont le plus gros, c'est eux avec qui j'ai des discussions de fond, en me disant, bon, ça va vous coûter tant, puis j'aime bien parce que c'est un discours qui va droit au but, on commence pas... Ils me disent tout de suite combien ça va coûter, alors tant, je fais un tableau, je n'explique même pas, je fais des tableaux. Ça va coûter tant, vous avez l'argent dans tant de temps, le notaire c'est un tel, vous sortez de l'opération, voilà le cadre d'acte, voilà le projet de contrat. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, vous avez les fonds dans moins d'un mois. Lui avec ça, il se dit bon, je vous reviens, laissez-moi 2 jours pour réfléchir. 2 jours après, il revient, il dit c'est d'accord, le mandat il est signé, l'offre elle est signée, ça va vite. Ouais. Ça va très vite. Et la personne à la fin, ce sont les seules personnes qui me disent grâce à vous, je vais gagner du pognon. Ouais. Et ça, c'est du jamais vu. C'est clair. Ouais, donc voilà. Le principal canal pour c'est chez toi. Mais canal de communication, je veux dire, est-ce que les gens, pour continuer la conversation avec toi ou te joindre, c'est quoi le meilleur Nous, on essaie de faire de la communication. J'ai recruté une équipe d'enfer sur la communication. J'ai pris quelqu'un qui était en politique, qui était l'ancien réacteur de la communication à l'Assemblée nationale. Il a fait des grands groupes immobiliers, il a fait beaucoup de politique. C'est un mec qui est jeune, mais qui a du recul qui est jeune et qui a du recul sur les choses, et puis c'est une bonne tête pensante, donc lui, il m'aide bien. Donc on essaie de mettre à plat un maximum de support pour qu'on puisse nous joindre. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'il y a notre site internet qui s'appelle praxifinance.fr. Et puis après, sinon, j'invite tes auditeurs à aller voir par exemple la vente avec complément de prix. J'ai tellement fait de communication là-dessus que je ne suis même pas promis dans le résultat de Google. Je crois que c'est un article du Point ou des Échos, ou je crois que c'est BFM qui en parle le mieux. Je veux dire, c'est la publicité qu'on fait de moi qui en parle le mieux. Mais nos sites internet, il y a absolument tout, il y a tous les produits. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir avant même de me dire tiens, je vais investir. Il faut essayer d'aller comprendre le produit. Ouais. Donc, ou se rapprocher de son notaire en disant s'il y en a certains qui sont proches de leur notaire. Je dis pas que tous les notaires de France nous connaissent, mais une grosse partie, on fait quand même une communication, une grosse partie ont reçu nos communications. Pas forcément en province, je dis pas ça, mais à Paris ou dans les grandes villes, on nous connaît un petit peu. Donc, qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre site ou se rapprocher de notaire ou avocat pour voir quelle est la subtilité des montages qu'on propose. Voilà. Super, merci de nous avoir dévoilé tout ça aujourd'hui. Je te remercie. Merci toi de ton invitation. À bientôt. Salut Paco. Salut.